Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. La saison 2024-2025 a enfin tiré sa révérence et après 11 mois d'efforts et d'émotions, elle est à tout jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Hégémonique sur la scène nationale, champion d'Europe, vice-champion du monde, Paris a rayonné, brillé, triomphé. Il est temps de faire le bilan à travers les notes de la saison. Avec moi, pour noter et évaluer cette saison, monsieur Hugo Capeller. Salut Hugo. Salut Clément, salut à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Content que la saison soit achevée. Tout le monde va pouvoir aller au repos. Bon, 3 semaines, c'est peu pour les joueurs, mais c'est toujours ça. Et puis, quoi de mieux pour terminer cette saison, faire le bilan un peu, d'avoir un des maillots peut-être de la saison du côté de Paris United avec notre partenaire Leons. Avec voilà, le visage de Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre, à retrouver sur la boutique. Mais il fallait porter ce maillot-là parce que vraiment, les gens, c'est un petit peu à l'image de la saison, vous ne pouvez pas comprendre ce qui allait arriver durant cette saison incroyable. Exactement. T-shirt dispo sur notre boutique dans la description de nos réseaux sociaux. Et on est très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous un ami de la famille Paris United, monsieur Abdellah Boulma. Salut Abdellah. Salut Clem, salut Hugo, salut tout le monde. Est-ce que tu es content d'être avec nous sur Paris United? Absolument pas, non évidemment, je suis hyper heureux d'être là. C'est la famille, c'est la famille. Je suis franchement fasciné par ce cadre. Franchement, c'est hyper pro, c'est super, franchement c'est super clean. Parce que c'est là. Le studio, et bien sûr, il a découvert en même temps un petit peu les coulisses. Avec Théo derrière réalisation et Nathan qui nous accompagne un petit peu tous les process, l'habillage un peu du plateau. Ça te plaît Abdellah, c'est bon? Non, résultat des cours, je suis vraiment très content d'être là. Exactement. Et c'est la famille, Clem, oui. C'est la famille. On te remercie Abdellah et on te reverra évidemment assez souvent cette saison sur Paris United. Mais si on va aujourd'hui noter sur 10 les joueurs du Paris Saint-Germain et le coach sur la saison qui vient de s'écouler. Mais avant ça quand même, un mot rapide sur cette Coupe du Monde des clubs qui vient de s'achever, sur une note un peu amère quand même pour le PSG, puisque super parcours, mais défaite importante en finale, 3-0 contre Chelsea. Abdellah, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as pensé? Quels sentiments ressortent chez toi après cette Coupe du Monde des clubs? Sentiment ambivalent. Je m'explique. Tu sais, enfin, j'étais absolument pas enjoué à l'idée de regarder, d'autant plus que j'étais en vacances, à l'idée de regarder cette compétition, une compétition où les dés étaient déjà pipés. Voilà, t'invites l'Inter Miami pour Messi, tu fais. Franchement, j'ai pas trop bien saisi ce qui s'est passé avec Infantino, la FIFA, etc. Les stades vides, la chaleur, etc. Les Brésiliens qui étaient en milieu de championnat, les Européens qui terminaient. Non, très compliqué. Mais au fur et à mesure de la compétition, étrangement, j'ai commencé à m'y intéresser, mais je pense que, voilà, parce que le PSG a commencé à aller loin dans la compétition. Ben, finalement, je me suis pris au jeu, voilà, Inter Miami, Real Madrid, l'AFC et enfin Chelsea. Donc Chelsea, un peu de déception mais, par rapport à la finale, mais globalement, au regard de la saison, absolument pas, quoi. Voilà, ils ont fait une saison historique, extraordinaire. On pourrait utiliser tous les superlatifs du monde et c'est pas cette finale ratée qui va faire changer d'avis. Hugo, à peu près la même question. Bon, le PSG nous a quand même fait assez rêver jusqu'à la finale. C'était presque le séjour sur le nuage qui se prolongeait pour Paris. Et puis cette défaite cuisante en finale, bon, il n'y a pas eu photo en finale. Paris s'est vraiment fait marcher dessus par Chelsea. Ouais, Chelsea a vraiment bien ciblé les manques du Paris Saint-Germain et ses faiblesses, comme l'ont rappelé Malo Gusto et Cole Palmer à la fin, qui ont été pour moi les deux meilleurs côté de Chelsea, où ils avaient identifié les zones, les espaces à utiliser, notamment derrière les latéraux qui montaient énormément, comme Nuno Mendes, comme Hakimi. Et on l'a vu, Malo Gusto qui était très haut sur le terrain à chaque fois, et aussi un très gros pressing effectué, comme un peu le PSG. En fait, ils sont un peu calqués sur ce que le PSG a fait cette saison sur toutes les équipes. Et au final, ça a bien marché. Ouais, leur plan a été parfait. Et en plus de ça, ils sont rentrés dans la tête des Parisiens en jouant un petit peu en découde, quelques contacts, quelques fautes, etc. À la fin du match avec Luis Enrique. À l'image de cette petite bagarre générale qui a eu lieu à la fin, ce qui était assez étonnant. Un coup de sifflet final de voir les joueurs un petit peu s'invectiver, s'accrocher. Et Luis Enrique qui a fait ce geste sur Joao Pedro. On espère qu'il aura juste une amende et pas sanctionné d'un point de vue d'empêcher d'entraîner. Mais voilà, petit goût amer quand même, parce que la finale, j'aurais aimé qu'elle se tourne autrement. Il y a pas, il faut reconnaître le champion Chelsea a largement mérité. Eux aussi, ils ont eu une saison longue. Ils ont été jusqu'en finale de Ligue Conférence. Donc il y a eu des comparatifs sur est-ce que Paris était épuisé, etc. Oui, c'est le cas, mais Chelsea aussi a eu son lot de matchs.
Paris a joué 65 matchs cette saison. Mais je pense que ça joue pas sur le nombre de matchs. Je pense que ça joue sur le nombre de minutes. D'ailleurs, il y a une stat édifiante qui a été sortie juste après la finale. En fait, tu dois faire le comparatif au nombre de minutes jouées. Et au nombre de minutes jouées, les joueurs du Paris Saint-Germain, les titulaires, il faut être précis, du Paris Saint-Germain, avaient joué 7 à 8 matchs de plus par saison que les titulaires de Chelsea. Et donc, tu as l'Europa League, voilà, c'est pas la même intensité, c'est pas la même compétition, c'est la Ligue Conférence qu'ils ont joué. Moi, c'est encore pire, tu vois, la preuve, on l'a même pas regardé. Et donc, non, ils ont très bien joué le coup. Maresca a très bien étudié les faiblesses du Paris Saint-Germain, comme l'avait fait d'une certaine manière Botafogo. D'ailleurs, ils perdent face à Botafogo. Les axios qui montent, ils dédoublent sur les côtés. Le côté gauche du Paris Saint-Germain, totalement défaillant. Ils avaient repéré ces faiblesses-là, comme tu viens de le souligner. Et victoire totalement logique de Chelsea. Vous retenez quoi? Vous retenez le super parcours du PSG qui malheureusement échoue en finale, ou la déception de ne pas avoir fait la totale et tout gagner cette saison? Franchement, on ne peut pas leur reprocher. Clairement, moi, je leur retiens pas rigueur sur cette Coupe du Monde des clubs. Comme le disait Abdella, où tout le monde l'a jugé comme un ajout inutile dans un calendrier footballistique déjà surchargé. Donc au final, si Paris l'avait même si Paris avait été éliminé même au 8e de finale, au quart de finale, je pense que Paris, personne n'aurait tenu rigueur de ça. Même les supporters, on a vu les réactions après match, n'en voulaient pas forcément à l'équipe ou à Luis Enrique. Il faut aussi savoir reconnaître quand on tombe sur plus fort que soi. Il y a eu quand même des moments intéressants, en tout cas qui vont marquer dans la Coupe du Monde des clubs, avec la victoire contre le Real Madrid quand même, où clairement Paris les a surdominés, écrasés, leur a marché dessus. C'était une victoire nette et sans bavure. Où après Xabi Alonso lui aussi vient d'arriver, il n'avait peut-être pas forcément les joueurs qu'il veut, etc. Donc lui aussi il est en période de rodage, mais il y aura quand même quelques éléments marquants. Il y a aussi le PSG, il faut le dire d'un point de vue financier, parce que Paris l'a disputé pour ça. Tu empoches 92 millions d'euros pour cette Coupe du Monde des clubs, et Paris et Nasser Al-Khelaifi l'ont aussi joué avec intensité et avec l'équipe type pour ça, parce qu'il y a un gain financier au bout. C'est la première fois que cette Coupe du Monde passait à 32 clubs. Avant, c'était 7 clubs dans ce nouveau format, maintenant qui aura lieu tous les 4 ans. Paris a été jusqu'en finale. Franchement, il n'y a pas... Franchement, à part la finale où vraiment ils ont été à côté, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Comme disait Abdella, il y a eu des conditions aussi particulières avec des chaleurs assez énormes et à 6 heures de décalage entre Paris et les États-Unis. Entre la France et les États-Unis, pardon. Donc ça tient aussi compte du fait que souvent les matchs se jouent à 15 heures et conditions pas faciles pour des joueurs. En plus, Luis Enrique, il a pratiquement aligné son 11 pratiquement tout le temps, à part quand il a fait tourner face à Seattle, où Mayulu aussi a joué faux neuf contre Botafogo, il a fait tourner un peu, mais sinon c'était l'équipe type à chaque fois. Ça c'est très important mais c'est très important ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs ça témoigne justement de ce qui s'est passé en finale, c'est-à-dire que le jeu prôné par Luis Enrique est hyper énergivore. Il a quasi joué avec le même effectif. À 12, je crois qu'il jouait quasi avec 12 joueurs. Je crois qu'il est monté, il y a eu une pointe à 17 joueurs sur toute la saison, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que là, tu comprends que malgré ce qui s'est dit un peu sur les réseaux sociaux ou même ailleurs avec certains spécialistes, les joueurs étaient totalement carbo, mais totalement. En témoigne encore une fois l'attitude de Guevara. Guevara, c'est un peu un baromètre dans l'équipe. Tu le voyais qu'il n'arrivait pas à se replier. Vitinha, Guevara, Joao Neves, etc. Même doué avec des crampes, ils étaient cuits. Donc ça aussi, il faut quand même le rappeler. Et pour terminer, Chelsea a une profondeur de banc que le PSG n'a pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une différence de minutes jouées entre le PSG et Chelsea. C'est que Chelsea a beaucoup fait tourner. Pour te dire, un Cole Palmer, il n'était même pas inscrit pour la saison régulière de Ligue Conférence, pour les matchs de Ligue Conférence avec Chelsea. Cole Palmer. Ils avaient gardé des joueurs exprès pour le championnat et d'autres pour la Coupe d'Europe à jouer, tellement ils avaient un effectif pléthorique par rapport, je trouve, au PSG, où il y avait certains. Et juste dernière chose, il traduit encore une fois cette compétition qui n'avait ni queue ni tête. Le Brésilien qu'ils ont recruté, d'ailleurs, qui est très bon, Joao Pedro, il arrive en 8e, qualifié directement en 8e de finale pour jouer cette compétition, alors que le règlement l'interdisait juste avant. Donc, tu vois, voilà. Il a fait 2 matchs, je crois qu'il arrive à partir je sais, mais là, il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est pas la même quand tu as Joao Pedro devant qui était très bon. Non, mais il ne faut pas chercher d'excuses. Le Brésil et Nicolas Jackson qui n'est clairement pas le même attaquant. Il ne faut pas chercher d'excuses. Messieurs, vous avez des ardoises devant vous et vous allez vous en servir. Parce que je vais vous demander, je vais vous demander de décrire la saison
du Paris Saint-Germain en un mot. S'il y a un mot chez vous qui qualifierait la saison du PSG, On l'écrit? vous l'écrivez et vous le montrez. Et c'est moi qui vais commencer. Sans faute d'orthographe? Sans faute d'orthographe. On ne pourra pas corriger. Hein. Je commence avec le mot héroïque. Ce n'est pas du tout de la promo pour mon livre, pas du tout, qui s'appelle Héroïque. Mais voilà, j'ai décidé de dire qu'elle était héroïque parce que franchement, le PSG cette saison, à travers les scénarios de match, à travers les retournements de situation, à travers le dévouement, le talent, l'abnégation et le jeu proposé, en fait, on a eu affaire à des héros. À 12, 13, 14, 15, et j'inclus tout le monde en fait, j'inclus le staff, j'inclus le directeur sportif, j'inclus le président, staff médical, les blessures qui ont été ils ont tous été des héros et pour moi c'est vraiment une saison héroïque de la part du PSG. Allez Hugo, j'enchaîne avec toi parce que je sens que tu es prêt. Ça commence par la même lettre, moi c'est historique. Tout simplement parce que Paris a pris sa première Ligue des Champions. Historique aussi par rapport au parcours où Paris a été à 2 doigts de l'élimination, a démarré très très mal sa saison régulière de Ligue des Champions. Et puis ce match face à City a tout fait basculer. Historique parce que tu as pris 4 trophées. Alors, elle aurait pu être encore plus historique si tu avais égalé le nombre de matchs de record d'invincibilité en une saison de Nantes qui était à 32 et Paris a échoué à 31 à la 31e journée avec la défaite contre Nice au Parc. Et puis ensuite, il y a une défaite contre Strasbourg. Donc, historique d'un point de vue Ligue des Champions, parce que Paris, vraiment, ce sera une saison dans l'histoire du Paris Saint-Germain. J'ai juste cette petite pointe d'amertume du record d'invincibilité où tu sentais que Paris pourrait aller chercher. Mais c'est aussi dû à l'enchaînement des matchs et qui étaient concentrés sur la Ligue des Champions, cette défaite contre Nice. Mais historique, ouais. Abdella, ton mot pour cette saison. Attention, t'en as déjà 2 en moins là. Alors, pyramide. Alors, mon mot, c'est collectif. Voilà, collectif parce que j'estime. Est-ce que vous voyez? Très bien. Voilà. Encore Alors collectif, pourquoi? Parce que je pense que c'est le terme adéquat pour qualifier cette saison historique, exceptionnelle, héroïque du Paris Saint-Germain. Collectif, pourquoi? Parce que on est dans une ère footballistique teintée d'individualisme Luis Enrique a beaucoup été tensé, pointé du doigt de ce point de vue-là. J'en ai fait des conférences de presse avec lui et il s'en est pris plein la tête. Moi, le premier, j'ai douté, j'ai beaucoup douté. Mais voilà, il avait sa feuille de route. Il a beaucoup parlé de collectif, d'union sacrée, etc. Surtout après le départ de Kylian Mbappé, qui incarnait justement ce côté individualisme. Mais là, c'est les individualités au service du collectif et c'est ce que je retiens de cette saison exceptionnelle. Le collectif dans une ère, encore une fois, je radote, d'individualisme globalisé du football. Et je pense que ça va donner quelques idées et beaucoup d'idées à de nombreux sélectionnaires et d'entraîneurs à l'international. D'ailleurs, ils en ont parlé dans la presse. Effectivement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont dit s'inspirer du PSG, notamment Botafogo et du poison PSG durant la Coupe du Monde des clubs. Allez, on va passer à la thématique principale de cette émission, les notes. Les notes de chaque joueur et du coach de la saison. On va noter sur 10 les joueurs du Paris Saint-Germain. J'ai pris des notes. Et on va vous donner le barème de ces notes. Parce que, oui. Voilà. Alors je vais vous donner le barème, messieurs. Vous le savez déjà, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent. Ça va de 1 à 10. Donc on va le voir s'afficher à l'écran. 1 très mauvais, 2 mauvais, 3 décevant, 4 moyen, 5 correct, 6 encourageant, 7 bien, 8 très bien, 9 excellent, 10 parfait. Voilà, pour chaque protagoniste de cette saison, on va pouvoir noter ces personnes. Évidemment, il y a des joueurs qui n'ont pas trop joué, donc on va faire plus rapide. Voilà, on ira plus vite sur des joueurs qui n'ont joué que quelques matchs. Mais voilà, on va s'étaler sur certains principaux joueurs qui ont évidemment marqué cette saison. Et évidemment, on ne peut pas donner de notes entre 6 et 8, on ne peut pas donner un 7. Oui, il y a une petite erreur sur le visuel, mais c'est pas grave. Le 7, c'est bien. Le 7, c'est bien. D'accord, ok. Parce que c'est important, le 7 pour moi. C'est important, voilà. Dans le message que tu nous avais envoyé, tu nous avais mis 7, c'était bien. Voilà. Et 1 très mauvais, voilà, pour si jamais les deux qui manquent. D'accord, mais je pensais que c'était volontaire de ta part. Non, pas du tout. Je te connais, Clément, je sais que c'est une erreur. Voilà, c'est marrant, je ne l'ai même pas vu en plus. Mais il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer, messieurs, par Gianluigi Donnarumma. Le dernier rempart du PSG. Hugo, Abdella, je vous demande vos notes, s'il vous plaît, et il faut les afficher devant vous.
à l'antenne. Un peu plus rapide s'il te plaît Hugo, parce que sinon on n'a pas fini. Allez, 3, 2, 1, vos notes s'il vous plaît. Ok, 7 pour Abdellah, 8 pour Hugo. Donc bien pour Abdellah, très bonne pour Hugo. Et moi je vais vous noter la mienne quand même. Moi, je suis parti sur 9, excellent, et on va développer. Donc, à la pondération, c'est un 8. Bon, c'est pas sympa, les gars, je vais m'en prendre plein la tronche, mais c'est pas grave, j'ai mes arguments. Allez, 7 pour Abdellah, on t'écoute. Bon, écoutez, un 7, je suis plutôt, d'ailleurs, je tiens à le rappeler juste avant, je suis plutôt hyper exigeant. Mais hyper exigeant, j'ai du mal à lâcher des 10 comme ça. Il faut être exigeant. Luis Enrique est exigeant, je suis exigeant. La raison pour laquelle j'ai mis un 7 à Donnarumma, pourquoi? Parce que phase de poule hyper contrastée. Souvenez-vous, il y a eu pas mal de bourdes parce que moi, je ne me réfère pas seulement voilà, aux 2 derniers ou 3 derniers mois, mais je me réfère à ce qui s'est passé avant. Il faut être juste. Donc, phase de poule hyper contrastée. Il a été énorme face à Liverpool, face à Aston Villa et Arsenal. Et surtout, il a été énorme en séance de tir au but face à Liverpool. Donc, il s'est vraiment repris. La raison pour laquelle je lui ai mis un 7, il a su s'améliorer dans des zones où il a été beaucoup pointé du doigt, notamment au niveau du jeu aérien. Sur la ligne, c'est le meilleur du monde. Sur la ligne, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur du monde. Mais voilà, il a pris sur lui, il a pris les critiques sur lui et il a décidé, il a décidé d'améliorer ses points faibles. Et Dieu sait que c'était un peu. J'en ai d'ailleurs discuté un peu avec Jérôme Alonso qui me disait effectivement, il a des points faibles, mais il peut s'améliorer. Mais il l'a fait. Cadre du vestiaire, là, il est sur sa prolongation. C'était un peu compliqué. Donc un 7 et non un 8. Hugo, un 8 pour toi, une très bonne, une très bonne saison. Très bien. Oui, très bonne saison. Alors, je vais évidemment que je suis d'accord avec les arguments d'Abdellah. Hein. Il y a une première partie de saison qui est compliquée, mais il y a eu un tournant et beaucoup l'ont dit. Et au début, c'était peut-être un peu, on dit ça un peu en mode, en hypothèse. Mais pour moi, ça s'est révélé au final vrai. C'est son contact, l'accrochage avec Wilfried Singo contre Monaco, qui lui a valu, on le voit sur la photo, cette belle cicatrice sur la joue droite, qui clairement l'a changé. Et lui-même l'a dit, il est devenu plus dur, en tout cas plus guerrier dans ses sorties aériennes et dans ses duels en 1 contre 1. Et pour moi, ça a été un peu le déclencheur et peut-être ça l'a endurci. Où on lui reprochait beaucoup son jeu au pied, ça a un peu évolué, c'est un peu mieux. Bon, voilà, c'est sa principale peut-être chose à travailler. Mais les sorties aériennes, c'était quand même beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison, notamment après la saison régulière. Où clairement, on a sorti un changement contre Liverpool à l'aller. Surtout et au retour où vraiment il a été stratosphérique dans les airs alors que c'était un des principaux défauts et souvent on a ciblé cet aspect-là de son jeu où Paris a été en difficulté parce que dans les moments chauds où il y avait besoin de dégager, qu'il y avait un ultime corner, un coup franc, Paris était en souffrance et là il est venu soulager plusieurs fois la défense et il y a aussi des 1 contre 1 contre Aston Villa, contre Asensio, la tête de Tielemans, la frappe d'un défenseur de Aston Villa, pardon, j'ai oublié le nom, de Mings, je crois, pardon, où il vient repousser à plusieurs tentatives, et puis contre Arsenal aussi, tu l'as dit Abdellah, où il a réalisé des parades de grande classe, notamment sur la frappe de Saka ou la frappe d'Odegaard aussi, et la séance de tir au but contre Liverpool, où clairement la Paris a beaucoup souffert à Anfield, a tenu le choc jusqu'au penalty. Et alors, je ne vais pas dire que Paris a été aussi loin avec des champions grâce à Donnarumma, car comme le dit souvent Yacine Amned, qui nous a quittés malheureusement, mais il a souvent rappelé cette saison, Donnarumma fait partie de l'effectif et donc quand le gardien fait son boulot, c'est normal, mais il a quand même été primordial dans la saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est donc un 8 à la pondération pour Gianluigi Donnarumma. Messieurs, on va faire plus rapide sur les gardiens remplaçants. C'est normal, on a fait un peu plus long, c'était le titulaire. Voilà. Sur Hugo, je n'ai rien dit. On va faire plus rapide sur les. Je sens Clément quand il pense que je suis trop long. J'ai le chronomètre en face, je ne veux pas qu'on fasse 2h30. Et toi, t'as pas expliqué. Moi, très bonne, parce que moi, au contraire de ce que tu viens de dire, je pense que le PSG a été très loin en grande partie grâce à Donnarumma, qui est l'un des acteurs décisifs de cette épopée. Je salue aussi la progression et je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux et voilà, il nous a fait, en compagnie de ses camarades, gagner la Ligue des Champions en étant un acteur principal. Donc moi, je mets excellente saison pour Donnarumma. Messieurs, Matvei Safonov qui a disputé malgré tout quelques matchs cette saison, dont un match en Ligue des Champions à Munich, il me semble, en phase de poule. Donc voilà, quelle note vous donnez à Matvei Safonov qui a rejoint le PSG cette saison? Voilà,
3, 2, 1, tous les deux. 5. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? Je pense qu'il faut mettre plus devant ton visage, Abdella. Voilà, très bien. Tous les deux, on vous voit très bien. 5, 5. Correct. Moi aussi, c'est 5. Donc voilà, on est d'accord. Rapidement, première saison pour Safonov. RAS, Sinon, voilà. il y a en Coupe de France, les pénaltys qu'il a arrêtés, la séance Absolument, ouais, très bon la le séance rappeler. des tirs au but où il a été très bon à Lens. Très bon rôle. Mais ce qui m'a un peu mitigé, c'est quand à un moment il y avait le vent qui tournait, il aurait pu peut-être prendre la place de Donnarumma sur certains matchs et il fait une bourde contre le Bayern sur un corner où il n'arrive pas à reprendre le ballon devant Kim Min-jae là où c'était un peu compliqué. Donc clairement on a en fait 5 corrects parce qu'on ne sent pas qu'il pouvait prendre la place de Donnarumma pour le titulaire. Donc je pense que je ne sais même pas s'il va rester l'année prochaine, je ne sais pas. Voilà. Allez, on passe au troisième gardien. Alors lui, il a vraiment très peu joué. Il a joué un match de Coupe de France. Je crois contre Espalik et il en prend 4 d'ailleurs. Je vois qu'Hugo regarde les notes que je, Ah là là. que je mets juste avant de mettre la Non, je regarde le barème que Clément nous a envoyé pour. Voilà. Ah oui, 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 c'est vrai. Attendez. Arnaud Ténas, voilà, on le voit à l'écran. Messieurs, 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut voir votre note 6 pour Hugo, 5 pour Abdella et 5 pour moi. Donc ça va être 5 à la pondération. Pourquoi 5 Parce que 5, j'ai vécu la demi-finale quasi sur le banc de touche, en toute honnêteté, enfin à côté du banc de touche. Je l'ai observé religieusement. C'est un joyeux luron. C'est un joyeux luron parce que bon voilà, il fait partie de l'équipe, tout le monde est content d'être avec lui. C'est un mec de vestiaire, il est super sympa. Il avait fait des débuts à son arrivée plutôt positifs avec une belle relance. Vous vous souvenez qu'il avait vraiment une belle, voilà, super sympa relance. Mais là, bon voilà, t'as Safonov devant, t'as Donna évidemment. Je le vois pas, je le vois pas s'imposer en tant que titu. Donc à voir ce qui va se passer pour la suite. Je peux vous dire, moi je voulais lui mettre 4 parce que Oui, il avait fait un match assez décevant en Coupe de France. Mais en fait, pour sa bonhomie et son rôle dans l'effectif, etc., je suis monté à 5. Donc on sera à 5 pour Arnaud Ténas. Si j'ai vu, mais à la pondération, c'est 5. Oui, mais moi Parce qu'il a envie d'accélérer. Voilà, j'accélère un petit peu, mais je vais te donner la Parce parole. que Hugo- c'est encourageant parce que j'aime bien son profil, j'aimais bien son jeu au pied. Ah ouais. Il a fait la première saison qu'il avait fait, j'aurais bien voulu le voir un peu plus. Bon, il a fait qu'un match de championnat, c'était à Montpellier, je crois, une victoire 4-1. J'aurais bien voulu le voir un peu plus, mais 6 aussi parce qu'effectivement, il joue un grand rôle pour souder dans le De vestiaire. Et cohésion. donc ça, c'est important les joueurs dans ce Les gars, ce après, genre de ils- profil dans les effectifs. C'est le nouveau Nico Douchet, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais bon, après, on est là pour faire des cadeaux, on est là pour être juste. Non, mais Bon, après, voilà. il a Ouais. le même agent que Luis Enrique, donc c'était comme ça qu'il est arrivé. Voilà, ça joue peut-être. Bon, ça a commencé à devenir intéressant. Arnaud Ténas, 5 correct. Messieurs, on passe aux défenseurs et on attaque par du très sérieux, du très lourd, puisqu'on passe au capitaine Marquinhos qui a enfin soulevé cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Messieurs, il me faut une note pour Marquinhos. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour tous les deux et même pour tous les 3, puisque moi aussi je suis à 8. Très bonne saison pour Marquinhos. Hugo, je te laisse la parole parce que Abdella a bien parlé sur Ténas. Pourquoi une très bonne saison pour Marquinhos? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 9? Pourquoi 8? Très bonne saison pour sa régularité dans les performances. Pour certains matchs où il a été, voilà, il a tenu le choc, il a été très bon. Mais je ne le mets pas excellente saison parce qu'il y a toujours des moments parfois un peu de faiblesse qui reviennent parfois. Je n'avais pas non plus aimé son discours après la victoire en demi-finale de Ligue des Champions. Il avait dit « J'espère que j'ai connu un passé difficile dans cette compétition. J'espère ne pas revivre ça. » Et c'est un discours pas trop porté sur l'avenir où j'ai senti un peu qu'il revenait, il se ressassait un peu ce qui avait manqué évidemment au PSG pour aller au bout dans certaines saisons et puis aussi la finale perdue en 2020 contre le Bayern. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je lui mets 8, j'aurais pu mettre plus. Vous êtes un peu étrange quand même, hein. Vous êtes hyper exigeant avec certains et moi avec d'autres. Bah Je oui, trouve c'est le ça capitaine, inadmissible. c'est le plus ancien joueur de l'effectif, donc c'est normal d'être un peu exigeant avec lui. Très bien. Tu as mis la même note qu'Hugo, finalement. Absolument. Ouais. Le mec est en contradiction, non pas du Et tout. c'est une très bonne saison, hein, c'est déjà. Il fait alors un 8 évidemment parce que c'est sa combien 13e 13e saison, il a vécu des moments de doute. Il a été élevé auprès de Thiago Silva. On lui a longtemps reproché son côté non leader de vestiaire, non aboyeur, etc. Mais je pense qu'il s'est enfin et définitivement affirmé cette année. Il a d'ailleurs accompagné un Pacho extraordinaire, on en reparlera plus tard, voilà, en duo dans cette défense centrale. Et je pense qu'il a enfin pris le pli, il a enfin compris ce qu'était d'être enfin un leader de vestiaire au Paris Saint-Germain. Et rien que pour ça, je lui mets un 8.
C'est important. Il faut retenir aussi les larmes, la finale de Ligue des Champions. Ça, par contre, c'est un souvenir assez énorme de sa saison. Où avant la fin du match contre l'Inter en finale, à la 89e, il avait les larmes remplies d'émotions. Et ça, faut aussi le mettre pour moi au clé de sa saison. Ça montre bien l'amour qu'il porte à ce club et à cette équipe. Absolument. C'était une scène magnifique. Et sur l'une des photos très célèbres, on voit un autre Titi pleurer à ses côtés. C'est Presnel Kimpembe qu'on va noter tout de suite. Alors c'est dur de noter Presnel Kimpembe parce que il a fait son retour, voilà, mais on est obligé quand même deux matchs de Ligue 1. Voilà, il est rentré en Brest contre Brest, bon voilà. Non mais il y a quand même des moyens d'analyser un peu. C'est aussi l'avenir, un peu. Enfin l'avenir, le futur. On parle de beaucoup de choses quand on parle de Kimpembe. On a dit qu'on était juste. Voilà. Soyons justes. Voilà, soyons justes. Ok. Attention Hugo, il hésite. Hugo, ça hésite. Bon, allez, moi. Franchement. Allez, les gars. Je suis juste. Ok, montrez-moi vos trucs. Oh, 2-3. Alors, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai mis 6. Non, mais je vais vous expliquer. Je fais des cadeaux, mais alors lui, c'est même plus un cadeau. Là, non, mais. C'est Noël. Non, mais alors, attendez, je vais commencer du coup. Je comprends vos notes tout à fait, décevant. Et d'ailleurs, on va lui mettre 4 à la pondération. Moi, j'ai mis 6 parce que j'ai mis moi, je vais vous dire sincèrement, je suis pour que Kimpembe quitte le PSG et qu'on en reste là parce que c'est plus un joueur de foot. Mais encourageant parce qu'il revient d'une blessure terrifiante, qu'il a joué quelques matchs. En fait, là, c'est une note cadeau. J'avoue, c'est une note cadeau pour moi. Merci, mais on avait dit qu'il fallait pas. Ouais, mais là, c'est le seul. C'est vrai, c'est un blessé qui revient. Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole. De toute façon, il est à 4 à la pondération. Pourquoi 3 Abdelhaboulma On est mon prof de 5e. Alors pourquoi 3 Abdelhaboulma? Parce qu'effectivement il est blessé, parce que ce n'est plus un joueur de l'effectif en tant que tel. Je pense qu'il n'a absolument plus le niveau, il le sait de toute manière, il le sait. Il le sait, il en est conscient, il n'a plus le niveau pour jouer dans ce Paris Saint-Germain là. On lui a fait une prolongation, dirons-nous, cadeau par rapport voilà, comme ta note. Alors pourquoi moi j'aurais pu lui mettre un 4 peut-être, ou peut-être allez un 5 si j'avais pris si j'avais songé au cadeau, mais pour son rôle de grand frère, parce que c'est un accompagnateur, c'est un mec qui met l'ambiance, notamment au retour de la Ligue des Champions. C'est l'un des cadres du vestiaire qui est là, qui fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle, etc. Donc mes petits 3 parce qu'il faut savoir être honnête. Alors, moi, décevant parce que je pensais vraiment qu'il arriverait à revenir. Par ses déclarations, il disait qu'il ne ressentait plus la douleur, qu'il allait revenir au niveau. Non, mais bien sûr. Et je suis déçu en fait qu'il n'ait pas pu réintégrer à un moment le groupe et concurrencer Pacho et Marquinhos, parce que tu avais vraiment besoin d'un troisième dans la concurrence cette saison. Et Beraldo s'est jamais imposé. Et j'aurais bien vu Kimpembe, mais je comprends que c'est très dur de se remettre d'une blessure de ce niveau-là. Allez, on va noter maintenant un autre joueur qui est revenu de blessure cette saison, c'est Lucas Hernandez, qui a fait une saison, je pense en demi-teinte, mais on va voir vos notes tout de suite. Allez, messieurs, vos notes, un 5 pour Hugo et pour Abdella, un 3 et pour moi c'est un 4. Donc ce sera aussi un 4 à la pondération, une saison moyenne pour Hernandez. Je mets pas 5. Je mets 4. Et on reste à 4. Pourquoi 4 Pourquoi moyenne, Hugo, pour toi? Lucas Hernandez, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Voilà, il est revenu de blessure, d'une grosse blessure au ligament croisé. Il a disputé quelques matchs, il a supplé Nuno Mendes sur certains matchs. On a senti que ça a été dur, notamment contre Arsenal, mais je te laisse développer. Moyen, parce que moi, alors, faut que je le dise, c'est un joueur que j'adore, Lucas Hernandez. La saison qu'il fait l'année dernière, elle est énorme. Ça fait longtemps qu'on attendait de retrouver un arrière-gauche de ce niveau-là. Tu prépares je vois déjà écrire un 10 pour ça. Ah, parce que je vous dis juste, je vois déjà Clément avoir écrit une note pour le prochain joueur. C'est des fausses notes. Ah oui, d'accord. Okay. Non, je suis déçu parce que depuis qu'il est revenu de blessure, c'est plus le même joueur. On le voit physiquement, il est plus aussi tonique dans les duels, il y va un peu moins, il y a des erreurs de marquage parfois, et ça m'embête de le dire parce que c'est un joueur que j'adore, qui était titulaire en équipe de France, qui sortait d'une très bonne saison. Malheureusement, cette blessure vient un petit peu tout gâcher. Je ne sais pas s'il reviendra un jour au niveau qu'il était avant. Et c'est bien dommage parce que c'est un joueur en plus qui s'entend très bien avec le reste du groupe, qui est apprécié, qui ne fait pas de vagues. C'est un battant et c'est ce que aussi les supporters aiment comme profil de joueur. Donc moyen, mais j'aurais pu mettre, je suis un petit peu déçu, mais je comprends aussi les ligaments croisés, c'est compliqué pour les avoir eus. Abdella, tu as un niveau moindre. Moi, je mets un 3. Tu as mis un 3. Est-ce que tu penses que c'est fini pour lui au PSG? Oui. Ouais.
Oh oui, oui, non, c'est clair et net. C'est un joueur qui est totalement dépassé. C'est un joueur qui, attention à sa décharge, il revient d'une blessure enfin, très, très, très sérieuse. Donc il a mis du temps et il me semble que c'est la C'est la deuxième. deuxième fois qu'il s'est fait ligament croisé. Et pour un joueur de très haut niveau, avoir une seconde blessure de ce type-là, c'est compliqué de revenir au haut niveau. Et je pense qu'il le sait, il en est conscient. Mais c'est, comme tu l'as dit, un leader très apprécié dans le vestiaire. Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est son salaire. Il a un salaire énormissime, des émoluments énormissimes. Donc je pense que c'est plutôt la fin pour lui, même si ce vestiaire a besoin d'expérience. Je pense que on est plutôt sur la fin. Mais ça a été un grand joueur. Et voilà, faut du 109 et je pense que voilà, faut tourner la page. C'est donc à 4 saison moyenne à la pondération pour Lucas Hernandez. Voilà. On passe, messieurs, à Achraf Hakimi. Voilà. Qui a fait une très grande saison, je pense. J'attends vos notes. Voilà. Allez. 3, 2, 1. Saison 9 et c'est un 10 pour moi. Ah, il a osé. Ouais, c'est la saison parfaite. Aussi à mes 10, Donc hein, à la pondération, c'est allez, je change mes 10. Allez, T'es hop. sûr? Ouais, Attends, je mets 10. ça fait deux fois que tu changes Hugo là. Moi j'ai le droit à 2 jokers aussi. C'est pas préparé cette émission, Hugo. C'est pas possible. Ah non, mais j'ai le droit de changer d'avis. Bon, On à n'est la- pas à la- fermé à des notes. Voilà. À la pondération, on passe à 10. J'allais dire 9. Écoute, mais... vas-y Clément, développe en premier. Bon, Mais bah, non, je- bah, moi c'est très simple. Là. Pour moi, de toute façon, je vais commencer par là. Pour moi, c'est le Ballon d'Or cette saison. Ah oui, non, mais pour moi, il a été exceptionnel. C'est le seul joueur. Alors, c'est le seul joueur qui a porté l'équipe toute la saison, même quand Paris était mauvais en début de saison, ou plutôt moyen, on va dire. Lui était toujours au rendez-vous. Il nous a sorti de la mouise, pour être poli, pendant 6 mois, hein, jusqu'à ce que Dembélé se réveille en décembre, on va dire. Donc non, il a été énorme. C'est le seul gars avec Messi, Ronaldo et Milito qui marque en quart, en demi, en finale, pour un défenseur latéral. Enfin, non, pour moi, c'est vraiment... Il peut pas faire mieux pour moi. C'est la saison parfaite. Allez, Abdel. Vas-y, je vais faire le disque. Ok. Alors, pour compléter, pour pas redire ce que tu as dit, en plus, il a joué un poste où Paris était décimé à ce poste-là, où on a dû mettre Joe Neves ou Zaïre Emery de temps en temps parce que Yoram Zague n'a jamais fait l'affaire. Et d'ailleurs, c'est l'un des postes prioritaires où il faut recruter à l'intersaison. Si on peut appeler ça un poste avec Luis Enrique, c'est un peu plus compliqué que Oui, ça. voilà. Après, ça demande beaucoup de choses. Il demande beaucoup de choses. C'est Oui, pas un oui, simple absolument. arrière droit parce qu'il faut Absolument. venir au cœur du jeu, proposer énormément, dédoubler avec les milieux, s'intégrer, etc. Donc voilà, c'est plus qu'un poste de latéral droit au PSG, version Luis Enrique. Mais pour la régularité dans les performances, pour le fait de ne pas s'être blessé cette saison, d'avoir tenu le choc avec l'enchaînement des matchs, là, toute la Coupe du Monde des clubs, il a joué titulaire pratiquement, il me semble. Oui, il a joué titulaire toute la Coupe du Monde des clubs, donc c'est simple. Et rien que pour ça, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup qui le pensent aussi, Clément. C'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Il y a duel avec Ousmane Dembélé, on en parlera après. Je dis pas que c'est mon avis, mais je comprends ton avis sur ce sujet. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur Hakimi, mais... D'accord, alors machine de guerre, 4 poumons, 4 buts en Ligue des Champions, Pourquoi pas meilleur... 10 Hein Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 10 Attends, je termine juste mon propos. Meilleur latéral droit du monde, si on peut appeler ça un latéral, avec Luis Enrique, en fait, voilà, c'est un latéral, c'est un attaquant, c'est un milieu de terrain. Il a tout compris en fait du logiciel Luis Enrique. Pourquoi pas 10 Parce que je suis exigeant encore une fois et qu'il y a peut-être un Ousmane Dembélé aussi à côté. Potentiel Ballon d'Or, en tout cas, il est dans le quintet, voire le tiercé, à mon sens. Mais l'un des cadres du vestiaire et franchement, 9 est déjà une note exceptionnelle. Allez, c'est un 10 pour Hakimi à la pondération. La pondération, c'est pas un 10. Ah si, 10 et non, 9. je suis à 9. Ça fait 9. Ça fait 9,75. Mais les gars, il faut trancher, il n'y a pas de 9,75. Hein, Ah bah oui, on est comme ça ici. Et de toute façon, c'est moi qui décide, donc c'est un 10 pour Hakimi. Ça veut juste dire que c'est pas le calcul des 3, c'est pas Non, une non, parce que je opération. pensais qu'il faisait une moyenne. En fait, c'est une pas C'est pas la moyenne. moyenne, c'est pas la moyenne. c'est quand même C'est moyenne. la pondération. D'accord, allez. Mais je suis d'accord, moi j'explique aux gens parce qu'ils sait ça, et ils vont nous le dire dans les commentaires, ils vont dire mais 10, 10 et 9 ça fait pas 10. Voilà, donc on explique. On passe à l'autre côté de la défense, monsieur Nuno Mendes. Et Hugo, on ne change pas. Hein. On ne change plus les notes maintenant, c'est décidé. On donne ses notes. Voilà, allez, on se dépêche, comme ça, il n'y a pas de blanc à l'antenne. On passe. Ah, vous êtes tous les deux sur un 8 et moi je suis sur 9. Donc c'est une très bonne saison pour tous les deux.
Vous êtes unanime là-dessus. Abdella, 8 pour Nuno Mendes. 8 parce que, encore une fois, c'est un joueur, je l'ai dit chez nos confrères d'ici Paris, c'est un joueur dont je retiens plus les qualités que ses défauts, que les défauts. Les défauts, il en a bien évidemment, mais c'est un joueur véloce, c'est un joueur rapide, c'est l'un des meilleurs latéraux du monde. Alors, pourquoi 8 et non pas 9? Parce que petit déficit au niveau tactique et petit déficit au niveau tactique. Encore aujourd'hui, même on l'a vu en finale, même s'il est épuisé encore une fois, mais ça reste l'un des meilleurs latéraux au monde, donc 8 pour moi. Hugo, 8 aussi pour toi. Très très bonne saison pour Mendes qui franchement a le niveau de progression depuis l'arrêt de l'Océanaké, c'est exceptionnel. Ouais, c'est pour ça surtout où je pense qu'il a encore même d'autres domaines où il peut encore progresser, mais les qualités qu'il a en fait, c'est pour ça que ça fait qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent le recruter parce qu'il y en a très très peu sur le marché des latérales gauche de ce niveau-là, capacité de projection, d'explosivité, sans cesse des appels, parfois des difficultés à défendre, on l'a vu sur certains matchs. Notamment muselé Salah, il a quand même muselé Saka, il a quand même muselé des grands joueurs en international, ça faut le noter. Non mais bien sûr, il a été énorme sur Mohamed Salah, etc. D'ailleurs, je change ma note. Non, mais c'est juste parce qu'il a que 23 ans, donc il peut encore progresser. Si je le mets déjà 9 ou 10, ça serait pas penser qu'il peut encore progresser. Et il faut le dire aussi, par exemple, il y a dans les faits marquants de lui cette saison, quand il marque contre Gérone, tu es à 0-0 parc, il te marque le but à la dernière seconde, il vient provoquer le CSC de Gazzaniga. Et lui, c'est le seul qui y croit encore, alors que Paris, tu sembles te diriger vers un nul. Et peut-être que ça aurait coûté la qualification au PSG dans son calcul. Il marque à l'aller et au retour face à Aston Villa. Voilà, aussi. Et donc, pour ça, un bon 8, c'est une très bonne saison. On accélère un peu, messieurs. Il nous reste 2 défenseurs. On va noter Lucas Beraldo, qui a été remplaçant cette saison, mais qui a joué quand même quelques matchs, dont le quart de finale aller contre Aston Villa et la finale et demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Messieurs, Lucas Beraldo, Hugo, c'est toujours très long ta note. Non. Allez, oh la vache. 2, alors attendez, il va y avoir du débat. 2 pour Hugo, 6 pour Abdella, 5 pour moi. Je ne sais pas comment je vais pondérer ça va être terrible. Bon, on va commencer par la note la plus élevée. Allez, on va commencer par Abdella, 6. Vas-y. Encourageant pour toi, donc correct pour moi et mauvais pour Hugo. Si, j'aurais pu mettre 5-6, pourquoi? Donc c'est un 4 à la pondération Clément Pagna. Voilà, une saison moyenne. Alors, chers téléspectateurs, je mets un 6 à notre cher Beraldo. Il vient de débarquer dans un collectif bien huilé. Il est gaucher. Il a été baladé un peu partout dans cette défense, à son grand dame. Il faut quand même le reconnaître. Il a été critiqué à juste titre. Il s'est totalement planté en finale. C'est pas le seul. Il est lent. Il a énormément. Il a des. Non, mais je veux dire pourquoi. Voilà, il a des lacunes tactiques, etc. Mais encore une fois, les gamins, je suis un tout petit peu moins exigeant vis-à-vis des gamins. J'aurais pu lui mettre 5 parce que c'est un gamin 6. Donc voilà. Et contrairement aux informations qui viennent de sortir, voilà, il n'a pas demandé à partir. Termine avec ça. On en parlera peut-être. Pardon pour cette petite digression. On fera une rubrique mercato à la fin. Merci Abdella de cette précision. On en parlera à la fin. Hugo, évidemment, je voulais aller vite sur Beraldo, mais je peux pas aller vite parce que tu lui as mis 2 mauvaises saisons. C'est la pire note pour l'instant que tu as donnée à un Parisien. Mauvais. Désolé, les gens ils vont me dire mais ça influe peut-être la finale de la Coupe du Monde du club. Bah oui, ça influe ça mon choix. Il a été pas bon, il a pas le niveau pour jouer au PSG. Alors c'est pas de sa faute, il s'éclatera sûrement dans un autre club. Il a fait 2-3 bonnes apparitions contre Liverpool quand il rentre à la place de Marquinhos. J'avoue, il a fait une bonne rentrée. Mais sinon, à part ça, je trouve qu'il n'a pas le niveau pour être en 3e défenseur central au PSG cette saison. Il avait bien géré l'absence de 20 millions d'euros de Sao Paulo, on l'avait décrit comme un joueur, etc., qui allait s'intégrer rapidement, qui était bonne qualité de relance. Alors oui, voilà, si on doit citer ses qualités, bonne qualité de relance. Mais pour moi, c'est trop fait pour au niveau de maintenant des standards qu'a le PSG qui veut gagner avec des champions et qui est maintenant le champion en titre de Coupe d'Europe, c'est trop faible pour aller. À la pondération, c'est un 4 pour Beraldo. Il fait pas bon d'être gaucher dans la défense du PSG avec vous parce que 4 pour Kimpembe, 4 pour Hernandez, 4 pour Beraldo. Voilà, c'est cohérent. Et il reste un gaucher, Monsieur William Pacho, débarqué cette année de Francfort, c'est ça? Oui, Francfort. Messieurs, vos notes s'il vous plaît. 3, 2, 1, je veux les voir à l'écran. C'est un 9 pour Hugo, c'est un 10 pour Abdella et c'est un 9 pour moi aussi. Donc c'est un 9 à la pondération pour Pacho. Alors là, 10, tu lui as mis plus qu'Hakimi. Oui, je lui ai mis plus qu'Hakimi parce que c'est un gamin
que la plupart... 23 ans. 23 ans. Comment? Saison exceptionnelle. Alors, il fait une saison en charnière centrale et Dieu sait que c'est un poste hyper compliqué à prendre sur une première saison dans un championnat qu'il ne connaît absolument pas aux côtés de Marquinhos. Il a très peu déçu, voire quasi pas déçu. Pour moi, c'est la grosse révélation. Bon, on parlera de João Neves après. Et la grosse surprise à 45 millions d'euros. Il vient d'un championnat, voilà, un bon championnat, mais voilà, un peu en dessous. Mais d'une certaine manière, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus fasciné aujourd'hui par sa qualité de relance, par sa robustesse. C'est un rock. En toute honnêteté, j'aurais pu mettre 9, mais un 10 parce que voilà, il vient de débarquer en championnat de France et respect. Hugo, un petit mot, voilà, il a dit beaucoup de choses. Il était énorme dans les gros matchs. C'était le meilleur défenseur avec le même niveau que la défense. Le reste, dans la qualité dans les duels, et c'est ce qui manquait. On a souvent dit au PSG, dans défense centrale, ça manquait d'un mec qui aille dans les duels, qui remporte ses duels aériens, qui arrive à prendre des gros attaquants en 1 contre 1. Il a très peu de défauts en fait, et pour une première saison, comme le dit Abdellah, c'est énorme de s'imposer directement titulaire. On rappelle, c'est la première fois qu'il disputait la Ligue des Champions. Le mec, il découvre la Ligue des Champions. Mais rien que pour ça, en fait, tu es obligé d'élever le curseur. Ouais. T'es dans l'obligation de le faire. Et son absence, parce qu'il était suspendu en finale de Coupe du Monde des clubs, s'est fait beaucoup ressentir. C'est un 9 à la pondération pour William Pacho, excellente saison. Un défenseur qui aime défendre. Vraiment, les notes sont cohérentes. Très bien. Pour le moment. On fera un bilan à la fin, vous inquiétez pas. Moi, j'avoue, c'était dur pour Beraldo, mais c'est pas grave. Voilà. On passe au milieu de terrain, messieurs. Là, ça va devenir aussi très intéressant. Et on démarre avec. Non, on va pas le noter, celui-ci. Non, on démarre avec un joueur qui a marqué les esprits cette saison. C'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, l'homme clé ou l'un des hommes clés de Luis Enrique. Allez, messieurs, je vous laisse 3 secondes pour noter Fabian Ruiz. 3, 2, 1, messieurs, 7, 7 et 8 pour moi. Donc c'est un 7 à la pondération. Une bonne saison pour vous. Alors franchement, je vous trouve un poil dur parce qu'il a vraiment été excellent. Mais c'est pas grave, c'est votre droit. Mais pardon, si je peux me permettre une note sur la saison. Oui, Non, mais au même titre que le reste. Je peux. Oui, au même titre que le reste de ses partenaires. C'est quand même, c'est ce que je disais encore une fois chez les collègues. Je pense que l'un des premiers noms que coche Luis Enrique sur sa feuille de match, c'est Fabian Ruiz. Joueur de l'ombre, beaucoup tensé encore une fois, beaucoup critiqué en première partie de saison, mais joueur indispensable. Et joueur surtout au QI foot au-dessus de la moyenne, qui sait s'inscrire dans les intervalles, dans les demi-espaces, etc. et qui marque son but face à Arsenal extraordinaire. Donc en toute honnêteté internationale, encore une fois, rappelons-le, mais c'est le travailleur de l'ombre par excellence. Bien préparé ces petites notes, tout est prêt dans cette émission. Parce que je l'avais déjà préparé ces notes-là. Ah, ok, très bien. Mais je le fais pour vous. Okay. Merci. Hugo, allez, rapide, et je te donnerai la parole en premier sur le joueur suivant. Rapide sur Fabian Ruiz, c'est aussi bonne saison pour toi. Ouais, je suis content qu'à un moment il y ait un basculement dans la saison pour moi où il faisait un début de saison compliqué. On se demandait même s'il méritait d'être encore titulaire dans l'11 de Luis Enrique. Lui, l'entraîneur catalan, lui a toujours fait confiance. Il a toujours maintenu dans les gros matchs titulaires. Et on a fini par comprendre pourquoi il était si important. On avait fait une vidéo cette saison sur la chaîne YouTube de Paris United avec Yacine qui avait expliqué le rôle de Fabian Ruiz dans ce PSG-là version Luis Enrique, pourquoi il était si important et pourquoi il était crucial dans ce milieu à 3 pour compléter à la perfection Vitinha et João Neves. Le petit manque, je pense qu'il aurait pu stater un peu plus parce qu'il est souvent dans les bonnes zones, souvent proche de la surface. Il y a son but, alors évidemment, qui est énorme contre Arsenal, qui fait beaucoup de bien dans le match. Il y a ce doublé aussi en Coupe du Monde des clubs là, contre le Real Madrid où il fait un match énorme. Mais voilà, il est très important dans le collectif du Paris Saint-Germain. Et quand tu rappelais tout à l'heure pour la qualification du PSG collectif, lui il rentre parfaitement dans ce mot. Il incarne son collectif. Allez, on passe au joueur suivant. Donc c'est un 7 pour Fabian Ruiz. On passe au joueur suivant qui n'est rien d'autre que mon chouchou, Monsieur Vitinha. La sentinelle du Paris Saint-Germain. Voilà, allez messieurs. Une petite note pour Vitinha. Hugo est prêt, Abdellah est prêt, c'est parti. 8, on est tous les 3 d'accord. C'est une très bonne saison pour Vitinha. Je te laisse la parole Hugo. Vitinha qui
Développe un peu. Alors, je vais développer. Vas-y. On parlait des hommes clés de. Abdella disait les hommes que coche Luis Enrique en premier sur sa compo. Je pense que le premier, c'est Vitinha. Voilà, il a eu des trous. En fait, pourquoi pas 9 ou 10 ? Parce qu'il a eu quelques petits trous cette année. Surtout à l'hiver. Voilà, il a eu un moment de fatigue. Ça a été un peu compliqué au moment aussi de la naissance de son gamin, ou de sa gamine, je sais plus. De son enfant en tout cas. Mais il a un rôle exceptionnel. Je n'oublierai jamais sa prolongation à Liverpool où il a mené à la baguette ce milieu de terrain des Reds pour maîtriser le tempo. Ses pénaltys atypiques à la Neymar, même s'il y en a un de raté, mais il nous a fait rêver là-dessus. Voilà, c'est le baromètre de cette équipe. C'est le mec qui domine le tempo, qui accélère quand il faut accélérer, qui ralentit quand il faut ralentir. Et évidemment, en point d'orgue, cette finale à l'Inter, c'est pour moi l'homme du match quasiment, où il était absolument exceptionnel à Munich pour cette finale contre l'Inter Milan. Donc voilà, Vitinha. J'aime bien ce gars-là. En plus, il a du caractère. On avait beaucoup dénoncé son manque de caractère au début avec Messi, Mbappé, etc. Et je trouve que c'est un vrai taulier de cette équipe maintenant. Et je pense qu'il peut que progresser. D'ailleurs, beaucoup de joueurs, notamment Modric, ont dit que c'était le meilleur milieu du monde. Et je pense c'est peut-être pas le meilleur, mais il est dans le top 3 ou dans le top 5 des meilleurs milieux du monde. Actuellement, allez, qui veut. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Surtout le fait que Mbappé soit parti cette saison, je pense que ça l'a soulagé. Il a pris encore plus d'importance dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et vraiment, là, quand on coche un nom. Dans le 11, il faut mettre Vitinha parce que, comme tu me disais, c'est le métronome de l'équipe. C'est un des relais aussi de Luis Enrique dans cette équipe d'un point de vue consigne, tactique, etc. Et donc, ça montre l'importance qu'il a au PSG. J'aime bien quand il lâche parfois un peu sa balle un peu plus vite. C'est ce que je lui reproche, pourquoi je lui mets 8 et pas un 9 par exemple. C'est que parfois, il pourrait donner un peu plus vite. Mais je comprends aussi parce que c'est un joueur qui aime toucher le ballon, diriger. Et voilà, pour ces arguments-là, 8, très très bonne saison pour Vitinha. Très rapide, vous avez tout dit, c'est le métronome de l'équipe. L'un des baromètres de cette équipe, c'est aussi la colonne vertébrale, Donnarumma, Vitinha, Dembélé devant. Il m'a fortement impressionné par sa progression, son QI foot, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à dire oui, il joue latéral, il joue derrière, etc. Non, il a pris son courage à deux mains, il a commencé à jouer devant. Il revenait quand même de mois très compliqués les saisons précédentes, enfin la saison précédente notamment avec Mbappé, etc. Il avait été relégué, il n'avait pas réussi à s'affirmer devant de têtes stars. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. C'est un 8 amplement mérité. Allez, on passe. Ah, donc c'est un 8 pour Vitinha, pardon. Très bonne saison. On passe. Je te fais court, moi. Ouais, très court. Voilà. On passe à Kang In Lee, messieurs. Le Sud-Coréen Kang In Lee. Arrivé non mais faut être juste et non voilà, faut être juste. On est juste. Kang In Lee, le Sud-Coréen, arrivé la saison dernière au PSG. Allez, 3-2-1, messieurs, c'est un 3-3-3-3-3. Voilà, magnifique. Donc il n'y a pas de débat sur Kang In Lee. Un mot, vraiment là on va faire très rapide parce que voilà, qui partent. Abdella, en toute honnêteté, j'ai été l'un des seuls à le défendre. Il y a l'année dernière, on ne sait même plus avec lui. Voilà, l'un des seuls à le défendre parce qu'il avait cette petite touche technique, qui même au fur et à mesure, Luis Enrique l'a éloigné du 11 et je pense que son futur ne s'inscrit pas du côté du Paris Saint-Germain. On enchaîne. Moi, je suis content qu'il ait rétrogradé dans la hiérarchie pour des joueurs comme Mayulu par exemple. Et que Kvaratskhelia a fait du bien parce que c'était une solution de base parce que c'est super parce qu'on enchaîne avec Mayulu. Il faut qu'il parte. Ah bah dis donc, on a accéléré là. Ouais, on a accéléré, pas grand chose à dire sur Kang In Lee, je pense. Seny Mayulu, il y a peut-être plus de choses à dire sur notre ami Seny Mayulu. Messieurs, 3, 2, 1. C'est un 6 pour Hugo, un 7 pour Abdella. Et un 7 pour moi, donc c'est un 7 à la pondération, au même niveau que Fabien Ruiz, Mayulu. C'est l'exercice. C'est pour ça que j'ai mis 6, parce que si on met 7 à Fabien Ruiz... C'est une bonne saison pour Mayulu. Hugo, je te donne la parole sur Mayulu. Toi, tu as mis encourageante, mais c'est un jeune, donc ça se comprend. C'est le mot que j'aurais dit en fait. C'est une bonne saison, mais c'est encourageant parce qu'il est rentré dans le moule du groupe pro, dans l'effectif de Luis Enrique, dans le groupe. Et quand il est rentré surtout, et quand il a joué, il n'a pas déçu. Et c'est ce qui est important en fait. Parce qu'il aurait pu faire quelques apparitions et vraiment que tu gardes. Enfin, Luis Enrique s'appuie sur le centre de formation du PSG et c'est les jeunes qui montent. Et je suis content que lui exprime un peu ça du haut de ses 19 ans. Il a fait des entrées très intéressantes, il amène beaucoup d'impact. Il y a souvent du dépassement de fonction, il se projette énormément. Et en fait, on sent
qui a déjà une affinité technique avec les joueurs autour en fait quand il entre. Il a pas de, je trouve que quand il a le ballon, il n'y a pas de moment où il panique un peu, il ne sait pas quoi faire. Tu sens que déjà au duo de ses 19 ans, tu as l'impression qu'il est dans cet effectif-là depuis 2-3 saisons et que c'est un titulaire à part entière. Pour moi, il doit prendre encore plus d'importance pour la saison prochaine et rentrer vraiment dans la rotation encore plus l'année prochaine parce qu'il mérite, il a toutes les qualités pour ce milieu. J'ai mis 7 comme toi. Donc, pourquoi il a disparu le 7. Oui, j'anticipe. Pourquoi 7, Abdellah? Alors, encore une fois, les jeunes, je suis pas moins exigeant, mais voilà, j'ajoute peut-être un petit point parce que la jeunesse, c'est très compliqué, et surtout au Paris Saint-Germain. Et ça, peut-être qu'on pourra en débattre lors d'une autre émission, mais sortir du centre de formation ou s'inscrire sur le moyen ou long terme avec le Paris Saint-Germain en qualité de jeune, il n'y a rien de plus compliqué. Donc la raison pour laquelle je lui mets un 7, peut-être il a mis le premier but Ligue des Champions face à Brest, me semble-t-il. Il termine de la plus belle des manières avec une signature, 5e but face à l'Inter Milan. Donc autant vous dire que ce gamin m'a beaucoup impressionné. Mais attention, encore une fois, ça reste un jeune, il doit s'étoffer, il doit encore progresser. Donc un 7. Amplement mérité. C'est un 7 pour Mayolo, bonne saison. On passe à un cas plus difficile qui va susciter, je pense, du débat. Alors peut-être qu'on va s'y attarder. C'est Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, l'enfant du PSG qui avait épaté l'année dernière et qui a un peu calé. Et je crois, j'ai vu vos notes, donc je pense qu'on peut le dire, on est tous d'accord. C'est un 5, c'est une saison correcte. Sans plus pour Warren Zaïre-Emery. Hugo, Warren qui cale un peu dans sa progression, est-ce que c'est inquiétant, est-ce que c'est normal? Vous allez me le dire selon vous, ce que vous pensez de la saison de Warren. Inquiétant, je sais pas, parce que ça arrive des joueurs, lui aussi il a 19 ans comme Sine Mayolo, et surtout quand tu fais une très grosse saison comme la saison dernière où tu t'es imposé, où vraiment tu étais devenu un titulaire quoi, dans cette équipe. Et que même quand Hakimi jouait pas, c'était lui qui était titulaire arrière droit. Là, c'était même plus lui, c'était João Neves qui était utilisé à droite cette saison avec Luis Enrique. Mais il faut le dire aussi, il a eu une blessure, la blessure en équipe de France à sa cheville pour sa première sélection avec les Bleus, qui lui a fait du mal physiquement, je pense. Et puis ensuite, il y a une équipe, il y a un groupe, lui en son absence de blessure, qui s'est forgé. Et il y a un 11 qui est Fabien Ruiz, Vitinha, João Neves, qui a été indéboulonnable. Et donc, ça a été compliqué de se refaire une place. Pour moi, c'est pas parce que tu traverses 6 mois compliqués que ta carrière bousille. Il a que 19 ans encore une fois, et ça arrive ce genre de passage à vide. À lui aussi de faire ce qu'il faut à l'intersaison pour s'en remettre peut-être bien physiquement et revenir petit à petit à son niveau qu'on a connu. Et c'est un Titi aussi, donc il faut le dire. J'ai oublié. Je ne t'ai pas donné la parole, c'est vrai. Merci, vous êtes bien aimable. Surtout sur un joueur comme Warren. Warren, c'est un cas d'école. Warren, c'est vraiment le cas d'école. C'est le prototype même du joueur, du jeune, et la progression du gamin au PSG. Comment dire? Il faut rester hyper prudent avec ces gamins. Tout est allé très très vite pour lui. International, prolongation, gros salaire. D'ailleurs, en interne, il n'a pas trop, supporté tout ce qui se disait au regard de ces nouveaux émoluments. Donc, il lui offrait une autre place dans ce vestiaire. Je pense que avec ces gamins qui est monté très très vite, international, etc., c'est redescendu après très rapidement parce que son statut ne lui permettait pas aux yeux de Luis Enrique, d'être titu en permanence, mais encore une fois, il a été moins performant, moins entreprenant. En témoigne en fait même il est moins dans la projection devant, il prend moins de risques, son jeu est beaucoup plus dans plus scolaire, je dirais, plus scolaire, alors qu'il prenait beaucoup plus de risques les mois précédents. Donc encore une fois, soyons prudents. Moi, je pense qu'il va se ressaisir. Là, c'est un 5. On aurait pu mettre. Je pense que ça va aller aussi parce que c'est un joueur qui a la tête bien faite. C'est un jeune de 19 ans, mais qui a un bon entourage, qui est bien entouré. Et c'est pour ça que aussi, je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'il revienne dans le game. Effectivement. Et on passe au dernier milieu de terrain qui est arrivé cette saison au Paris Saint-Germain. C'est João Neves, le petit prodige portugais. Voilà. À vos notes, messieurs. 3, 2, 1. Oh là là, 2, 10 et un 8 pour moi. Donc ce sera un 9 à la pondération pour João Neves. Ah oui, alors là, vous êtes sur une saison parfaite. Pour parfaite. João Neves. Hugo, je te donne la parole en premier. 10.
pour Joao Neves. Ouais. Donc c'est pour toi le meilleur joueur du PSG cette saison presque. Franchement, oui, je regrette pas les 60 millions investis à Benfica pour ce jeune joueur de 20 ans qui clairement a fait une saison stratosphérique. Le mec n'est jamais fatigué, il a 6 poumons, il récupère, il se projette, il marque surtout. Il a marqué des buts très importants, notamment contre Manchester City, cette tête sur ce coup franc déposé où il était là au deuxième poteau. C'est devenu sa marque de fabrique maintenant. D'ailleurs, sur les coups de pied arrêtés où il est toujours bien placé alors que c'est le joueur le plus petit de l'effectif. Oui, bien sûr, c'est travaillé et ça se voit. Mais en fait, ça représente tout ce qu'on aime du PSG cette saison, en fait, d'un point de vue collectif, qui met ses qualités au service du collectif, qui se met pas en avant, qui n'a pas le boulard, qui travaille pour les autres et qui dépeint sur tout le monde, en fait. Et ce genre de joueur, quand tu l'as dans une équipe, c'est un bonheur, quoi, parce qu'il est capable de tout faire, jamais épuisé, toujours au service des autres. Et clairement, pour moi, c'est une saison parfaite. J'ai rien à dire en fait de négatif sur cette saison. Donc c'est pour ça que je mets un 10 en fait. Le chouchou, déjà, des supporters. Ouais, il y a beaucoup de Paris Saint-Germain. Il est juste, ouais, mais lui, c'est un joueur, mais c'est juste hallucinant. La saison qui nous a pondu cette année, j'ai rarement vu ça. C'est un pitbull. Un pitbull, et c'est surtout un pitbull très intelligent. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, et je l'ai observé au Parc des Princes à multiples reprises, à avoir compris les consignes tactiques de Luis Enrique. Et je l'ai vu à maintes reprises reprendre Nuno Mendes, reprendre même ses compères en milieu de terrain. Il avait tout compris au niveau des déplacements. D'ailleurs, la raison pour laquelle aussi Luis Enrique l'a déplacé en défense, au milieu, beaucoup de projections. Il s'adapte quasi à tous les postes. C'est un polytechnicien du football et du milieu de terrain du football. Il est capable de marquer. Il a une détente et il me rappelle un peu Zamorano à l'ancienne, malgré sa petite taille. Voilà, c'est un peu bancal, mais malgré sa petite taille, il est capable de s'élever dans les airs et d'aller au duel avec des mecs d'1m90. Ce mec-là m'a fasciné. Donc c'est un 10. Et il représente aussi l'avenir. Parce qu'en fait, on dit beaucoup que ce PSG-là était le plus jeune, c'était une des plus jeunes équipes en Ligue des Champions. C'était la plus jeune, en moyenne d'âge, c'était 23 ans. Et toujours le rappeler ça. Il a 20 ans. Ouais. Et le mec, c'est l'avenir, quoi. Il fait une sorte de saison comme ça. Mais il a ce 20 mec-là, ans, j'irais même plus loin. C'est même, enfin pour moi, hein, c'est même presque au-dessus. Bon, c'est même presque au-dessus de Vitinha, même pour moi. Voilà. Ah bah oui, pour moi, c'est sur la saison. Oui, Largement au-dessus pour non, vous. pas largement. Après, voilà, ça joue. Mais c'est pas le même profil non plus. Mais voilà. Ok, c'est un 9 pour Joao Neves. Excellente saison à la pondération. C'est 9 à la pondère. Ah bah, bien sûr, un 8 et 2-10, ça fait 9. C'est entre 9 et 9,5. Donc voilà, c'est 9. Oui, non, t'as raison. Je suis pas trop mauvais maintenant. On passe aux attaquants. Messieurs, il y a 6 attaquants à noter. On est à 1 heure d'émission déjà. Donc c'est pas grave. Bon, ça va aller, on est aux attaquants après. Voilà. Et on démarre par la dernière recrue du Paris Saint-Germain qui a fait un bien fou à cette équipe. Oh là là, j'ai fait tomber mon Véleda. C'est l'ancien napolitain et le géorgien Kvaratskhelia. Je voulais pas le noter. Voilà. Allez, j'attends vos notes. On est sur un 9 pour tous les deux et pour moi aussi. C'est une excellente saison pour Kvara. Hugo, je te donne la parole en premier. Alors, je vais même vous donner mon avis. Je vais parler un peu là-dessus. Pour moi, c'est le tournant de la saison. Le tournant de la saison du PSG. Ouais. C'est l'arrivée de Kvara qui a complètement fait basculer l'épopée européenne du PSG. Il a apporté énormément de choses. Du combat, de la technique, de la malice, de la finition. Aussi du nombre, de l'aspect numérique sur le flanc offensif du PSG, parce que ça a permis ensuite de tourner entre Barcola et Doué, parce que Kvara est évidemment... Allez, je vais même être un peu provoque, je pense que c'est l'atout numéro 1 offensif du PSG. Allez, on va dire à égalité avec Dembélé, je pense que c'est le mec qui peut-être l'année prochaine jouera le plus devant. J'anticipe des éventuelles blessures ou pépins ou même ralentissement de Dembélé parce qu'il a fait une saison incroyable. Voilà, pour moi, ça va vraiment être le taulier et je pense qu'il ne peut que grandir. Je suis d'accord avec toi sur le tournant de la saison parce que Barcola était titulaire à ce poste-là en première partie de saison. Et Barcola, à un moment, on avait un peu des doutes en disant il a du mal à se renouveler, il fait toujours la même dribble. Est-ce que Paris va pouvoir faire la saison avec lui? Il y a peut-être besoin d'un renfort au mercato d'hiver pour un petit peu dédoubler les postes, pour ramener autre chose. Et lui, Kvaratskhelia, il a ramené vraiment pour le coup autre chose, un autre style.
Il s'adapte totalement dans ce système et dans ce jeu que veut Luis Enrique. Du pressing à mort, des récupérations, des retours défensifs qui vont rester dans les images de sa deuxième partie, enfin, du coup de sa deuxième partie de saison avec le Paris Saint-Germain. Des crochets aussi dévastateurs comme celui sur Axel Disasi au match aller contre Aston Villa au Parc, où ça rappelle celui de Messi quand il a mis sur les fesses Boateng contre le Bayern. Voilà, donc c'est des moments forts aussi. Et Kvaratskhelia, il illustre pareil tout ce que j'aime de ce PSG-là cette saison, collectif, technique. Et ce que j'adore avec Kvaratskhelia, c'est quand il a le ballon, vous verrez à chaque fois, il pousse direct le ballon pour aller vers l'avant. Jamais, il y a beaucoup d'ailiers maintenant qui disent qu'ils ont le ballon, contrôle, attendent qu'un coéquipier arrive. Lui, il arrive, il fait reculer le défenseur en fait, parce qu'il pousse le ballon et ça oblige la défense à reculer. Et souvent en plus, il a le bon crochet pour se sortir du marquage et se débarrasser du défenseur et aussi faire le bon choix. Et surtout, il fait souvent les bons choix et voilà, c'est excellente saison et je suis très très content que Paris l'ait recruté au mercato d'hiver. Et là, un mot sur Kvara. Un mot, il manquait une pièce de puzzle à Luis Enrique pour que tout soit parfait. C'était Kvaratskhelia. Voilà, ce qu'il a fait, c'est époustouflant. D'ailleurs, voilà, que les sorties et les départs d'Asensio, de Kolo Muani, etc. ne sont pas anodins. En arrivant, voilà, il a fait comprendre voilà, aux supporters du Paris Saint-Germain, même au staff technique, enfin, qu'est-ce qu'on attendait d'un joueur, d'un attaquant de ce type-là? Voilà, c'est ses replis défensifs voilà, incessants, c'est la possibilité pour lui de jouer à droite, de jouer à gauche. Il voulait de la polyvalence, il voulait de l'endurance, il voulait de l'explosivité, il voulait aussi un joueur technique, hautement technique. Et tout, voilà, et tout cela est incarné en la personne de Kvaratskhelia. Merci, messieurs. Ça a été détaillé avec précision sur Kvara. C'est super. Merci. On passe à l'attaquant remplaçant, le numéro 9 remplaçant du PSG cette saison, Gonzalo Ramos. Pas évident à noter. Pas évident à noter. Attends, je prends juste 2 secondes. Parce que moi, je change mes notes en fait en fonction. Non, mais depuis en fait la finale, j'ai un peu changé mes notes. Pas beaucoup, mais. Okay. J'ai hâte de voir vos notes. Gonzalo Ramos. C'est assez intéressant. Voilà, on rappelle qu'il a mis quelques buts importants cette saison, mais qu'il a aussi parfois un peu déçu. Il n'a pas beaucoup joué. Attendez, j'ai pas mis ma note. Je réfléchis. Ok, allez. Moi, je l'ai. Tu l'as? Allez, Hugo, on l'affiche. Allez, franchement. Abdella, on l'affiche. Oh, moi j'ai mis un 6, donc c'est un 7 à la pondération. C'est une bonne saison pour vous, pour Gonzalo Ramos. Bonne saison. Voilà, c'est une bonne saison. Pour moi, par rapport au ratio temps de jeu, nombre de buts marqués, Exactement. c'est pas possible de mettre en dessous de ça. Et le seul bémol que j'ai avec Gonzalo Ramos, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas le profil que recherche Luis Enrique pour un poste de numéro 9. Alors que c'est un attaquant qui est bourré de qualité, qui sait jouer avec les autres, qui sait combiner, qui est un attaquant redoutable dans la surface. On l'a vu encore son but contre le Real Madrid où j'adore quand il fait ce petit crochet, là, ce petit râteau avec le pied, la semelle. En fait, c'est un attaquant malin. Il sait tellement bien se placer. Voilà, moi, j'adore ce profil de numéro 9. Mais en fait, c'est pour ça que je ne lui mets pas plus parce que malheureusement, je sens que Luis Enrique recherche autre chose à ce poste-là. Et pour moi, ça sent la fin de l'aventure un peu avec le PSG. Et pourtant, ça me déchire de dire ça parce que j'adore cet attaquant. Je rappelle que Gonzalo Ramos, il a eu une grosse blessure en début de saison. Qu'il était absent 3 mois, qu'il est revenu et qu'il a fait un bien fou quand il est revenu au PSG en Ligue des Champions. Et souvenez-vous, cette grosse blessure coïncidait avec toute la polémique autour du 9,5, Dembélé, il joue là, pourquoi il ne recrute pas de 9, etc., etc. Mais non, on a Ramos. D'ailleurs, le PSG a fait confiance à Ramos. Alors moi, j'irai un peu plus loin dans le raisonnement et je dirais que dans le système mis en place, encore une fois, par Luis Enrique, on est quasi dans l'obligation d'avoir des remplaçants qui jouent, mais sans se plaindre. Et je ne pense pas que ce soit des situations qui puissent durer sur le temps. Et lui a rongé son frein. Il a rongé son frein au niveau des stats. Il remplit globalement sa feuille de route. J'avais noté, il termine avec 18 buts, dont 3 en Ligue des Champions. Donc, au niveau de la productivité et du rendement, c'est quand même du très haut niveau. Mais encore une fois, peut-être que c'est pas le 9 recherché. Mais au regard, encore une fois, de ses stats, au regard de la situation, parce qu'il y a aussi de la dimension psychologique dans tout ça, qu'il faut prendre en compte, le remplaçant, etc., etc. Je ne sais pas si ça va perdurer sur le temps. Mais c'est un 7 amplement mérité. Je ne sais pas si ça va pouvoir, si Luis Enrique va pouvoir
pouvoir transformer l'essai une nouvelle fois avec lui l'année prochaine. 7 à la pondération pour Gonzalo Ramos, une bonne saison. Messieurs, très rapide sur le suivant, s'il vous plaît. C'est le petit jeune Ibrahim Mbaye qu'on a découvert cette saison, qui a fait quelques apparitions. Voilà, à vos notes, 3, 2, 1, 0, 5 pour Hugo, 6 pour Abdella, 6 pour Clément. C'est un 6 à la pondération. Moi, c'est un 6 cadeau, c'est un 6 encourageant. Voilà, il a fait quelques apparitions. Absolument. Jeune, doit progresser, doit s'étoffer. Il a montré de bonnes choses. Il faut qu'il joue un tout petit peu moins individualiste par moment parce qu'il est obligé de se montrer. C'est un gamin, mais encore une fois, c'est à rappeler que c'est un jeune sur lequel, il a 17 ans. voilà, c'est un bébé, c'est un enfant, donc il va falloir. Le PSG compte sur lui. Donc encore une fois, le PSG compte sur lui à voir comment peut le faire progresser Luis Enrique. C'est le premier joueur, messieurs, à qui on donne un 6 pour l'instant. Voilà, c'est le seul qui a la pondération de 6, donc il sera tout seul, je pense, dans cette catégorie. D'accord. Il a joué le premier match titulaire cette saison contre le Havre. Je me rappelle, j'y étais, il était sorti à la mi-temps. Allez, messieurs, on passe à du lourd. On va prendre un peu de temps. Vous le voyez sur les écrans. C'est monsieur Ousmane Dembélé. Voilà. Qui est potentiel candidat au Ballon d'Or selon les estimations. Voilà, j'attends vos notes pour Ousmane Dembélé. Messieurs, 3, 2, 1. C'est un 9 pour tous les 3. Voilà, donc c'est une excellente saison pour Ousmane Dembélé. On va prendre un petit peu de temps quand même sur Ousmane Dembélé, qui est vraiment marrant, qui a la révélation à 28 ans. Ou 29, je ne sais plus quel âge il a. Ousmane Dembélé, mais qui est enfin devenu 28 ans, qui est enfin devenu un très grand joueur de foot à 28 ans. Il est jamais trop tard. Absolument. Ça, c'est l'argument qu'il faut retenir. C'est hyper important, ce que tu viens de dire, Clem. C'est-à-dire qu'on avait tendance à dire ou avoir des a priori sur les joueurs de 27, 28 ans, etc., qui n'étaient pas capables de progresser. Mais il a 27 ans. 28 ans, pardon. C'est un joueur hyper talentueux, mais qui a explosé, qui a définitivement explosé au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on va se remémorer très rapidement les images de Luis Enrique dans ce fameux documentaire face à Mbappé, qui lui disait en substance qu'il pouvait faire de lui le meilleur joueur du monde. Mbappé ne l'avait pas compris. Et Dembélé a compris. Malgré ces petits bisbis, ces petites tensions qu'il y avait eu à l'hiver, etc., il a enfin compris ce que voulait faire, ce que Luis Enrique attendait de lui. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le potentiel, si ce n'est le futur Ballon d'Or, on le souhaite. C'est 33 buts, dont 8 en Ligue des Champions, face à City, face à Liverpool, face à Arsenal. Donc franchement, c'est le cadre du vestiaire, la valeur sûre. Donc il y a eu cette petite blessure, mais encore une fois, 9, on aurait pu mettre un 10, mais c'est un 9 pour moi. On peut pas mettre 10 Hugo parce qu'il a été absent quelques mois, 3-4 mois, où il n'a pas été très bon en première partie de saison. Et contrairement à Hakimi. Comme le reste de l'équipe presque. Contrairement à Hakimi. Hakimi a eu 10, voilà. C'est vrai. Parce que Ousmane Dembélé, il a connu un début de saison un peu plus compliqué. On lui disait qu'il vendangeait beaucoup, qu'il n'arrivait pas à scorer, que c'était un peu ce principal défaut dans sa carrière, c'est de ne pas être un tueur devant le but, c'est d'avoir un déficit devant le but, manquer d'efficacité. Et le repositionnement au poste de faux numéro 9 de Luis Enrique a changé sa saison, en fait. Parce qu'il a lui-même l'a bien ressenti. En tout cas, ça a été une discussion entre lui et l'entraîneur. C'est-à-dire que même lui l'a dit dans des déclarations, dans des interviews, d'être plus proche de la surface de réparation. Ça lui a permis de faire moins d'efforts et donc de manquer de moins de lucidité en étant devant le but. Parce qu'avant, il devait faire beaucoup d'efforts sur son côté et dribbler 1-2 joueurs avant de pouvoir enclencher une frappe. Là, il était plus proche du but adverse, dans la bonne zone, dans la surface adverse, dans la zone de réparation. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est amélioré au niveau des stats, parce qu'il s'est retrouvé proche du but. Et c'est une révélation à ce poste-là. Et puis il incarne aussi ce que veut Luis Enrique dans ce PSG-là, c'est-à-dire le pressing, de toujours constamment embêter les défenseurs, le gardien adverse pour obliger les équipes adverses à une relance rapide et récupérer le ballon assez rapidement. Et il termine meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Pour moi, ça serait tout à fait normal qu'il prenne le Ballon d'Or et ce serait logique. Exactement. Et on est pas mal là sur les notes. Je trouve que c'est cohérent depuis tout à l'heure. 9 pour Ousmane Dembélé, excellente. La preuve qu'on regarde. Excellente saison. Voilà. Allez, il en reste 2 joueurs à noter, messieurs, et on passe au héros de la finale de Ligue des Champions du PSG, Monsieur Désiré Doué. J'ai presque envie de pronostiquer vos notes. Allez, bon, je vous laisse noter. Allez, c'est parti. Hop, 3, 2,
1. Ah bon, on est tous d'accord. C'est une très bonne. C'est quoi, Très 8? bonne saison. Très bonne saison pour Désiré Doué. Abdella, c'est. Des débuts timides, forcément. Encore une fois, il faut tout le temps voilà, rappeler que c'est quasi la totalité voilà, de l'effectif qui avait débuté timidement, qui n'avait pas encore réussi à s'imprégner en fait, de la logique, si tant est qu'il y ait une logique, Luis Enrique. Il a commencé voilà, à s'épanouir sur son côté droit, ensuite sur son côté gauche. Je l'ai vu, j'étais au plus près du banc de touche encore une fois. Ça allait super mal face à Arsenal. Il a dû switcher avec Barcola. Il l'a fait à plusieurs reprises cette saison. Il a commencé à devenir clinique. C'est la touche technique, la valeur ajoutée dans cette ligne d'attaque. Il a brillé. Il a brillé en finale. Donc, encore une fois, franchement, très content en fait de la plus-value. Et franchement, je m'y attendais pas. En toute honnêteté, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait vraiment attendre une saison avec lui, mais non, mais il a déjoué les pronostics et c'est un 8. 8 aussi pour toi, pour Désiré Doué, qui est parti crescendo, qui est arrivé à très jeune au PSG et qui a encore un joueur qui a explosé sous Luis Enrique. En fait, je suis content pour lui parce qu'il y a eu un changement dans sa saison. Le match contre Salzbourg en Ligue des Champions où il rentre, il marque un but, il fait une passe décisive et clairement c'est ce qui lui a permis vraiment de prendre confiance et il a dit aussi que c'était libérateur de marquer ce premier but avec le PSG et après il a eu la confiance du coach, petit à petit il l'a intégré dans le 11, il a fini par s'y imposer même, alors en concurrence voilà, avec Barcola, mais ça fait partie des grandes équipes d'avoir de la concurrence et surtout il a un profil en fait rarissime. Face à des équipes regroupées, et Paris on a souvent affronté cette saison, il te faut ce genre de joueur qui techniquement peut te créer une différence en fait. Même quand tes équipes évoluent bas, parce qu'il a une intelligence de jeu, il sait combiner avec les partenaires, il sait faire le crochet quand il faut, et c'est ce qu'on lui a reproché en début de saison. Hein. C'est de gommer un petit peu ce côté un peu superficiel dans ses drills, parfois de faire le geste de trop. Alors il y en a encore un peu, c'est normal, il a 20 ans, hein. Il est en pleine progression, il a été formé à Rennes, sa première saison au PSG. Mais déjà, c'est une très bonne saison pour une première. Des images marquantes aussi avec ce penalty inscrit d'une façon glaciale, comme on le voit avec sa célébration à la Cole Palmer un peu, avec beaucoup de sang-froid, il faut le dire. Du haut de, parce qu'il est né, il est de juin, donc il avait encore 19 ans quand il a marqué. Il en faut quand même du culot pour marquer à Anfield son penalty tranquillement. Et je trouve que lui, c'est l'une des révélations avec d'autres, hein, mais c'est une révélation cette saison au PSG. Et ce qui en fait l'un des joueurs les plus techniques, les plus doués maintenant de sa génération. Et franchement, par rapport, on va parler de Barcola après, lui vraiment, c'est la touche technique qui manquait à ce Paris Saint-Germain là face à des blocs bas, capable de trouver des solutions. Et merci pour la passe décisive. On enchaîne avec Bradley Barcola, le dernier joueur à être noté de cet effectif du Paris Saint-Germain. J'attends vos notes pour Bradley Barcola. Messieurs, je sens que vous hésitez. Le chouchou de Luis Enrique. C'est le seul joueur qui a joué toutes les rencontres du Paris Saint-Germain. Je vois un 8 et c'est un 8 chez moi aussi. On est tous d'accord, encore une fois. Alors, Bradley Barcola, donc c'est le seul joueur du PSG qui a disputé l'intégralité des rencontres cette saison du Paris Saint-Germain, hein, ce qui est quand même assez exceptionnel en termes de performance. C'est l'un des chouchous de Luis Enrique, nous on peut le dire, on le sait. Je pense que tu le sais aussi, Abdella. Voilà, il adore son profil. Bagarreur, défenseur pour l'équipe, joueur d'équipe de sacrifice qui préférera faire la passe devant le but si un joueur est mieux placé. Altruiste, exactement, c'est le bon mot. Voilà, qui a aussi par moments eu des petits trous, qui a subi la concurrence suite à l'arrivée de Kvara et l'explosion de Désiré Doué, mais qui a toujours été là quelque part au niveau. Et même quand il est rentré en finale de Ligue des Champions, voilà, il aurait pu mettre le but de la finale et voilà, ça a fini dans le petit filet, mais il a quand même fait une passe décisive pour Seny Mayolo. Abdella, Barcola, une très bonne saison. On n'est pas loin de l'excellence, presque, j'ai envie de dire. Mais pas loin de l'excellence, oui. Après, meilleur passeur de Ligue 1, 21 buts, polyvalent. Et contrairement à ce qui a été dit, il n'a pas forcément souffert de l'arrivée de Kvara. Enfin, pas plus que ça, etc. Il sait que c'est un effectif hyper concurrentiel. J'aurais pu lui mettre un peu plus. Pourquoi je lui ai mis 8? J'aurais pu mettre un petit 9 si il était un peu plus, avec un peu plus de lucidité, améliorer sa finition.
Voilà, franchement, s'il avait une finition un peu plus, voilà, franchement, ce serait du très haut niveau. Et n'oublions pas aussi son but égalisateur face à City. C'est l'un des chouchous, si ce n'est voilà, l'un des joueurs préférés de Luis Enrique. Ils veulent le prolonger, donc on verra. Mais encore une fois, 8 amplement mérités Pas pour pour rien que Barcola. le Bayern courtise Mais de tout le monde, façon ardue. de toute façon, ils sont tous courtisés de toute manière. Ouais, Donc, mais, voilà. quelque chose à Barcola. non, mais double-double pour une saison où il a fini par être, je vais pas dire remplaçant parce qu'il est toujours rentré, mais voilà, il y avait de la concurrence et à un moment Doué est passé devant lui. Il y a une période, à un moment Doué est passé devant lui. Mais après, ils ont switché sur le terrain, Non, mais il de est toute façon, passé un peu devant lui. Bien sûr, mais c'était aussi, de toute façon, Luis Enrique s'adaptait à l'équipe qu'il avait en face. Quand Absolument. il avait besoin d'un avaleur d'espace, d'un mec qui pouvait prendre la profondeur, où il savait que l'équipe en face allait devoir tenter le tout pour le tout, comme contre Aston Villa, comme contre Liverpool. Tu as besoin d'un joueur comme Bradley Barcola qui a un profil totalement différent de Désiré Doué, mais c'est très bien parce que ça permet d'avoir une profondeur de banc et de la polyvalence pour Luis Enrique au moment de faire ses choix. Et finir à 14 buts, 10 passes décisives. Voilà, il est juste en Ligue des Champions, peut-être voilà, il aurait pu marquer, tu as raison, un peu plus parfois sur certaines séquences. Mais c'est normal, hein, c'est un jeune joueur aussi, il a 22 ans. C'est sa deuxième saison au PSG. Et pour moi, elle est très bonne et je pense que l'année prochaine, peut-être même, elle sera encore meilleure s'il arrive à reprendre sa place titulaire parce qu'il a toutes les qualités pour. Dernière note, messieurs, à attribuer, celle au coach Luis Enrique. Voilà, il faut noter la saison aussi du coach Luis Enrique qu'on va intégrer à notre tableau. Hein. Ça a été peut-être le sujet de débat numéro 1 cette saison dans les médias et même chez nous au sein de Paris United. Bon, à la fin, il n'y avait plus trop de débat. Hein. Mais voilà, j'attends vos notes. Hugo, je sens que tu hésites. Allez, mais. Allez, c'est parti. Ah bon, on est tous d'accord. C'est un 10 unanime pour l'artisan numéro 1, on peut le dire, Abdella. L'artisan, voilà. le métronome, celui qui avait tout compris avant les autres, celui qui a essuyé la critique parce que personne ne comprenait ce qu'il voulait mettre en place. J'ai dû, moi, de mon côté, d'ailleurs, oui, avec cette, vous ne pouvez pas comprendre, qui résume parfaitement en fait le personnage. Franchement, et en plus, il s'est pas dégonflé. Il s'est pas dégonflé, pas une fois ni deux fois. Mais je veux dire, à maintes reprises, que ce soit en conférence de presse ou en zone mixte ou ou devant les médias, il n'a cessé de répéter. Mais vous ne comprenez pas en fait ce que je veux mettre en place. Mais effectivement, il avait raison et tout lui donne raison. Enfin voilà, il a raison de bout en bout aujourd'hui. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, voilà, j'avais un peu de doute parce que je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait faire. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait mettre en place. Et en fait, on a compris finalement, voilà, au bout d'une saison, voire 2 saisons, parce que n'oublions pas qu'il y a une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Voilà, avec une équipe beaucoup moins homogène, etc. Donc franchement, il est fascinant. Il n'est pas seulement fascinant au niveau technique, il est fascinant même au niveau de la philosophie, de ce qu'il inspire. Et de ce qu'il inspire aujourd'hui, même au niveau international. Je pense que si le PSG réitère une saison de ce type dans les 2, 3, 4 ans, 5 ans avec ce jeune effectif, on pourra parler, même on en parle déjà, voilà, de philosophie Luis Enrique, comme on parlait de philosophie Pep Guardiola. D'ailleurs, Hugo, depuis son arrivée au PSG, il y a un seul match qu'il n'a pas fait disputer au PSG, c'est la finale 2024 de Ligue des Champions. Ah oui. Le PSG a tout disputé, sinon tous les matchs possibles. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a une première, disons qu'il y a une première saison où il y avait une phase d'acquisition, on va dire, de la philosophie de Luis Enrique, comprendre ce qu'il voulait mettre en place. Donc parfois c'est vrai, on s'est embêté sur certains matchs parce qu'il y avait beaucoup de répétitions, il y avait une possession à outrance que parfois on se demandait, mais il y a des joueurs avec d'autres profils où il doit être plus dans la percussion, ça doit être plus dans la transition rapide. Et au final, après aussi il y a une discussion cet hiver avec les joueurs, où clairement il y a une phase de compréhension et où il s'est adapté aussi aux qualités de ses joueurs. Donc il y a une première partie dans son aventure au PSG où il a voulu imposer ses idées, et une deuxième partie où il s'est adapté aux qualités des joueurs qu'il avait à disposition. Et donc en fonction des matchs, en fonction des scénarios, quand le jeu demandait d'attaquer un peu plus à profondeur, d'être plus dans la contre-attaque, eh bien, il ne retenait pas ses joueurs. Alors qu'on se souvient que sur la première saison, parfois, quand des joueurs ne respectaient pas le plan de jeu, il était à limite, les engueuler sur le bord du terrain en disant mais arrêtez de vouloir jouer trop vite, calme, etc. Et là, il a un peu plus compris aussi. Et c'est passé par une discussion avec les joueurs, on le sait tous, c'est sorti dans la presse, mais nous aussi on l'a su évidemment. Et donc je suis aussi content par rapport à son management, parce qu'en fait il a toujours fait ce qu'il fallait pour que le PSG, il n'y ait pas d'histoire extra-sportive, ce qu'il y a beaucoup
voilà, pollué les saisons du Paris Saint-Germain, à l'époque QSI, à l'époque des stars. Et là, en fait, cette année, il n'y a rien eu en fait. Il y a eu plus avec la direction sportive, enfin Nasser a été un peu emmêlé dans certaines choses et le complément d'enquête, etc. Mais sur vraiment l'effectif, le groupe, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de mésaventure, il n'y a pas eu de mauvaise entente entre certains joueurs. On sent qu'il y a un groupe qui a très bien vécu ensemble cette saison. On le voyait dans les entraînements, dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Et c'est lui qui a façonné tout ça aussi pour permettre à ce PSG d'évoluer à ce niveau-là. Parce que aussi, voilà, c'est une histoire de management et il faut savoir gérer son effectif. Rappelons aussi que je crois que c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, que Nasser Al-Khelaifi, d'une certaine manière, a filé les clés du camion à un entraîneur. Parce qu'il y avait toujours un peu, il marchait un peu, le directeur sportif ou Nasser Al-Khelaifi marchait souvent sur les plates-bandes de l'entraîneur. Et c'est l'une des premières fois où l'entraîneur, enfin, a les clés du camion et décisionnaire. Le directeur sportif aussi. Il y a eu une très bonne entente. Donc l'attelage, le duo a été parfait de bout en bout. On pourrait même parler de triumvirat avec Nasser El-Khelaifi. L'équilibre a été parfait de bout en bout. La gestion des crises, puisque il n'y a pas eu beaucoup de crises, des mini-crises à 2 balles, a été parfaitement Dembélé. Ça a été parfaitement bien géré. Même on l'a vu, et je terminerai avec ça, on l'a vu aussi durant cette Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, l'après-midi consacré, l'après-midi dédié aux joueurs, à leur famille, etc. Le matin, entraînement, à l'image de ce qui se faisait à Poissy. Donc, franchement, un 10 amplement mérité pour moi. J'ose espérer que ça, voilà. Mais c'est mon seul bémol. Je ne sais pas s'il pourra reproduire ça. Je suis content aussi parce qu'il a amélioré son rapport avec la presse, qui était un des principaux aussi reproches qu'on lui faisait. C'est vrai, de parfois écourter un petit peu des questions de journalistes, de parfois même mal répondre. Ça a été un peu, dire, je ne vais pas vous expliquer parce que je vais perdre mon temps, parce que vous ne comprendrez pas. D'où aussi la phrase, vous ne pouvez pas comprendre. Et je suis content parce que lui aussi, au fur et à mesure, il s'est un petit peu décomplexé. Il est un petit peu moins froid, un peu moins tendu. Il a même commencé à parler en français avec Dominique Armand sur Canal après un match de Ligue des Champions, où on a senti clairement qu'il se libérait un peu plus et qu'il y avait moins un rapport frontal. Et le fait aussi de parler en français, je pense que ça a aidé même les supporters du club, même les observateurs à se dire il fait lui aussi des efforts pour une deuxième saison, parler aussi bien français. Ça aussi, c'est à mettre à son actif et je voulais mettre en avant. Merci messieurs pour ces notes. Je vais faire le récapitulatif que vous allez voir affiché à l'écran par la suite. Il y a 2 10, messieurs, 2 personnes ont eu 10. Achraf Hakimi et Luis Enrique. Il y a plusieurs 9. William Pacho, Joao Neves, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Beaucoup de 8. Beaucoup de 8 dans cette équipe. Bradley Barcola, Désiré Doué, Marquinhos, Nuno Mendes et Vitinha. En 7, on a Fabian Ruiz, Mayulu et Gonzalo Ramos. En 6, Ibrahim Mbaye. En 5, Warren Zaïre-Emery et Safonov et Tenas. En 4, Kimpembe, Hernandez, Beraldo. Et en 3, Kanginli. Voilà un peu le récap. Je trouve qu'on est assez juste. Ouais. Cohérent. Les gens aussi qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à poster vos notes en commentaire. En commentaire sur la vidéo. J'anticipe un petit débat sur Fabian Ruiz qui, je pense, beaucoup vont. Voilà, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, Clément. C'est normal, c'est partie du débat. Moi, j'avoue, j'ai été dur. Je pense qu'il y en a, ils vont me dire que tu es dur avec Beraldo, peut-être, mais ça fait partie de chacun à son avis. Donc, mettez vos notes aussi en commentaire. Voilà, sur une sensibilité différente auprès. Absolument, ça, faut vraiment l'avancer. Voilà, les notes, voilà, c'est comme l'humour. Voilà, on peut en débattre pendant des jours et des jours. C'est purement subjectif. On a 1h30 d'émission quasiment. Il faut qu'on avance. J'ai quand même envie qu'on finisse 5 minutes sur l'intersaison du PSG. Donc le PSG est en vacances. 3 semaines de vacances, reprise le 4 août. Et il va y avoir a priori du mouvement parce que cet effectif a besoin, à mon sens, d'être renforcé. Plusieurs rumeurs sorties par plusieurs médias différents récemment, notamment des velléités de départ possibles de Beraldo, de Hernandez. Il y a toujours la rumeur Zabarni qui est insistante. On parle. On a un peu eu des cryptes avec Hugo là-dessus. On a parlé de Rodrigo aussi. C'est quoi le vrai du faux, Abdellah? Quelles sont toi tes petites pistes que tu as actuellement? Juste des petites pistes qui rejoignent globalement celles de certains confrères récemment dans la presse. Alors on recherche évidemment depuis très longtemps en défense centrale, évidemment qu'il y a eu une première offre pour Bournemouth pour Zabarni. Il n'y a pas eu de seconde offre au moment où l'on parle. Peut-être qu'il y en a eu une ce matin pendant l'émission, mais j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y en a une, mais là, il y en a eu une de 60, il n'y a pas eu. Le club anglais réclame 70 millions.
Sachant qu'ils se sont déjà, voilà, ils ont déjà perdu, ils ont déjà perdu un défenseur qui est parti au Real Madrid. Donc là, c'est 70. Et voilà, c'est du cash. Donc c'est ce que réclame le club anglais au Paris Saint-Germain. Il travaille aussi, ça depuis un petit bout de temps, sur un attaquant polyvalent. Et Dieu sait qu'on a parlé de Ramos tout à l'heure. Très difficile de trouver la bonne pioche. Il y a quelques semaines, on parlait plutôt d'un offensif pied gauche qui jouerait à droite. Donc on ne sait pas, au regard de ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde des clubs, est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule? Ça, c'est quelque chose à suivre. Il y a des joueurs, je le fais très rapidement, je fais le topo très rapidement. Il y a des joueurs qui sont invités à partir. Je pense notamment à Nordi Mukiele qui revient. Soler, on n'a plus trop de nouvelles de Soler. Quelques touches. Voilà, il revient de son prêt à West Ham. Il y avait quelques touches en Espagne et d'autres clubs anglais. Et Asensio qui est invité à partir, il avait quelques touches du côté de Fenerbahçe, à voir si Mourinho veut vraiment le joueur. Et Colomwani qui a fait une saison plutôt correcte, dirons-nous correcte du côté de la Juventus de Turin, mais entre le PSG et la Juventus de Turin, c'est un peu compliqué au niveau de la vente. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on veut un prêt avec une obligation d'achat, un nouveau prêt avec une option d'achat? Donc voilà, tout se joue de ce point de vue-là. Il y a aussi le cas de Donnarumma à suivre. Ça, c'est, et oui, j'empiète un peu sur tes plates-bandes, c'est hyper important. C'est que lui veut rester, son agent veut qu'il reste, le PSG veut qu'il reste, mais toujours rappeler qu'il a un contrat à l'ancienne, un contrat, dirons-nous, de l'ancien temps, parce que les nouveaux contrats Luis Campos, c'est des contrats fixes plus variables. Il n'est pas contre le fixe plus variable, mais ça bute au niveau du salaire. Donc, franchement, si tu me poses… Là, ça n'a pas encore été réglé. Encore une fois, à rappeler qu'à ce moment où l'on parle, ça n'a pas… Je pense que ça devrait se régler. Voilà, toutes les parties étaient confiantes il y a encore quelques semaines, mais ça doit se régler au niveau, du flouze, comme d'habitude. Et le petit Moscardo, on peut en parler très rapidement, qui n'est pas forcément au niveau aux yeux de Luis Enrique. Donc là, il y a un nouveau prêt à l'étude. Il a joué une dizaine de matchs, même pas, du côté de Reims. Il n'apporte pas satisfaction, c'est encore un gamin, faut qu'il travaille, tactiquement, physiquement, etc. La raison pour laquelle on veut l'envoyer probablement du côté de Braga ou d'un club portugais, un club qui appartient à la Galaxy QSI, voilà. Et sinon il reste Hernandez, Lee, porte ouverte pour Lee. Rappelons que c'est un joueur qui n'a pas apporté satisfaction aux yeux du coach. De toute façon, on l'a vu, il joue quasi plus. La porte est ouverte, déclassé au fur et à mesure. Beraldo, de mon côté, il n'a pas demandé de départ, sans remettre en cause encore une fois les informations des confrères. Il n'a pas demandé de départ. Il a éprouvé quelques difficultés à s'inscrire. Mais attends, tu peux pas déloger une charnière aussi importante que celle de Pacho et de Marquinhos. Et enfin aussi le cas Hernandez à noter, savoir, parce que c'est un énorme salaire, je pense qu'il n'y est plus, voir s'il n'y a pas une possibilité de sortie. Et Kimpembe. Oui, Kimpembe. Ah pardon. Très bien, parfait. Je fais tout. Presnel. Je fais tout. J'ai fait toutes les courses. Presnel, on est enfin. Ça y est, c'est bientôt terminé. Il lui reste un an. Il lui reste encore un an. Je pense que s'il y a la possibilité, c'est soit il va jusqu'à la fin de son contrat, mais il prolongera pas, il ne jouera pas. Ça y est, c'est terminé. Même si on lui souhaite, je ne sais pas, mais je pense que les dés sont jetés pour ce qui le concerne. Dernier petit mot sur Gonzalo Ramos, on entend tout et n'importe quoi. Il y a pas eu de… Lui il veut rester. Non, lui, contrairement à ce qui est dit, lui il va absolument rester. Est-ce que c'est un super sub? Est-ce qu'il a envie de devenir titulaire? Oui, il a envie de s'inscrire sur le long terme. Mais attention, il y a une idée. Faut quand même casser les préjugés. Il y a très peu de joueurs du Paris Saint-Germain qui veulent s'en aller. Mais vous croyez vraiment qu'il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui vont demander leur départ? Vu les salaires en place, l'équipe est championne d'Europe, vous pensez vraiment qu'ils veulent partir? Non, ils veulent rester et c'est au club de les inviter à s'en aller s'ils ne répondent pas à l'appel. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, très important. Un petit mot de gauche aussi qui va partir. Oui, absolument. Du côté de faire des marchés, absolument. Pour 15 millions d'euros, donc faut quand même à voir si le club turc va proposer. Voilà, exactement. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Oui, parce que là, attention, les joueurs partent en vacances, ils vont travailler pour le mercato. C'était compliqué en fait de ce mercato avec la Coupe du Monde des clubs qui intervenait entre temps. Il y a un mercato qui avait entre le 1 et le 10 juin. Là, il va rouvrir ensuite. Donc c'est un peu compliqué pour le PSG de travailler en même temps avec cette compétition. Muchas gracias, Hugo Capella, pour cette émission Merci à toi, sur les notes. Merci Abdella Boulma d'avoir été avec nous. C'est cool, hein.
C'était très sympa. J'ai adoré J'aime bien cette cette émission. émission. J'ai adoré. Comment? T'as adoré les J'ai barrages. adoré l'ardoise. Salut, on est équipé chez Paris. Attends, mais d'ailleurs, je vais vous noter. Alors, Je vais noter. Alors, c'est un 10 Yes. pour mon ami Hugo et mon ami Clem. Voilà, Ouais, sachez-le. moi aussi. Moi, je t'aurais mis 6, mais non, je rigole. Ah bah merci, bah je m'en Je suis rigole, c'était parfait cette Alors, émission. voilà. Merci à tous les deux, les amis. On se retrouve de toute façon très bientôt, hein, tous ensemble sur la chaîne YouTube de Paris United. Peut-être qu'on va faire une petite pause là dans les débriefs, etc. Il y aura toujours des contenus, des PE, des clips qu'on va faire ces prochains jours, etc. Mais voilà, plus d'analyse de match pendant 3 semaines. Et on reviendra sûrement pour la Coupe d'Europe à ce niveau-là. D'ici là, des petits formats. Une interview intéressante la semaine prochaine, on n'en dit pas plus, mais il y aura une interview assez intéressante qui va vous plaire, je pense. Elle n'est pas réalisée encore, mais elle est organisée en tout cas. Et puis voilà, on se dit tous les trois très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.